Je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans l'émission des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures en direct. 2 heures où on va essayer de parler de l'actualité ludique, du monde ludique, des jeux, enfin bref, de tout ce qui touche au ludisme. Et quand on touche au ludisme, c'est pas forcément sale, donc vous inquiétez pas. Donc ce soir, avec moi, pour participer à l'émission, il y a des gens que vous avez l'habitude d'entendre, à commencer par Yann. Ça va Yann? Bah ça va, ça peut aller aussi bien comme que ça peut après une claque hier soir, voilà, mais Ouais. tout va bien. Mais tout va bien quand même. Tout va bien quand D'accord. même. Bien Dis-toi sûr, on garde que l'espoir. quand on va réécouter l'émission au mois de juillet, par exemple, eh ben on se dira mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et puis peut-être que ça n'aura rien à voir. Avec nous autour de la table, il y a aussi Cédric, qui on avait déjà eu la chance de recevoir. C'est le gérant de la boutique Sortilège à Vannes. Ça va Cédric? Ça va très bien et toi? Ça va. En forme aussi? Toujours, hein. Toujours? Tout le temps, hein. Tout le temps la forme. Même malgré ce qui s'est passé hier soir. Même, On ne parle pas de politique. Mais voilà, ouais, n'en parlons Exactement. pas trop. Ah, j'espère qu'on sera retransmis le 15 juillet, comme ça tout le monde dira mais il y a eu un feu d'artifice et ça s'est mal passé. Derrière les platines, on a DJ Louis. Ça va DJ Louis? Ça va, toujours quelques problèmes techniques, mais je m'en sors. Ouais, tu t'en sors. Bon, en même temps, s'il n'y avait pas de problème technique, ça serait pas forcément super Non, fondard, mais quoi. le pauvre, il est tout chamboulé à cause de hier soir aussi. C'est ça. pour ça. C'est ça. Voilà, ça s'est bien passé, je trouve. Mais oui, on n'est pas tous pareils. Bah non, bah non. Et sinon, avec nous, on a aussi des voix que vous n'avez jamais entendues, des voix toutes neuves autour de cette table, puisqu'il s'agit de Nico et Jean-Pierre. Ça va bien? Ça va, super. En forme? Ouais. Ouais, carrément. Et vous êtes venus pour nous parler d'un jeu, pour nous présenter un jeu que vous avez créé, qui s'appelle Exégèse. Oui. C'est ça? Complètement. D'accord. Donc on va revenir tout à l'heure dessus. On va expliquer un petit peu le fonctionnement, on va expliquer toute la genèse du jeu, et puis vous allez comprendre pourquoi Cédric est là aussi. La genèse d'exégèse. Exactement. Ah, vas-y, dis-le 5 fois très vite. Et la dame blanche va arriver dans ta chambre. Et vous allez voir pourquoi Cédric est là aussi, puisque je crois savoir qu'il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui s'est fait entre demain, vous ils viennent deux. à la boutique. Ouais. Je les invite à la boutique avec plaisir pour présenter le jeu. Merci beaucoup. Carrément. Merci. Voilà, il n'y a même pas Avec de plaisir. surprise. On annonce tout. Et voilà, Mais c'est pas merci. grave. Maintenant, Bonne soirée du coup. On va le redire quand même tout à l'heure, pour le plaisir de le redire. Donc, comme vous le savez, on fait toujours un jeu en direct dans l'émission. Le jeu ce soir, forcément, quand on a la chance de recevoir des gens qui ont créé leur prototype et que le jeu s'y prête, on essaye de faire ce jeu-là à la radio. Donc ce soir, on va essayer de jouer à Exégèse. Alors Exégèse, c'est un jeu qui est encore sous prototype. Donc à savoir, est-ce que la version qui est là, niveau illustration par exemple, c'est une version finale? Il y a une grande partie est finalisée, mais il va y avoir encore quelques retouches, notamment pour la visibilité, l'uniformisation de certains éléments. On travaille encore dessus. D'accord. Donc ce sur quoi on va jouer tend quand même vers. Oui, On est quasiment sur la version définitive. C'est très proche de la Oui, fin, oui. oui. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe du jeu avant qu'on se lance et qu'on fasse une partie, un début de partie? Enfin voilà, généralement on a 10 minutes de jeu, donc on verra ce qu'on arrive à faire 10 minutes, un quart d'heure dans ce laps de temps. Bah, du coup, le principe est assez simple en soi. C'est un jeu qui crée des jeux. Le jeu se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est que chacun va poser une règle à partir des premiers éléments qu'il voit, quelque chose de très intuitif. Et à partir de chacune des règles, la deuxième étape va être de les mélanger. Et après, on fait un jeu, on joue. D'accord, donc pour ça, je vois devant toi, il y a 2 paquets de cartes. Ouais. Donc effectivement, un paquet avec des symboles, c'est le paquet de cartes règles en fait. Donc Oui, là, il y a vraiment c'est des dessins, des symboles très très varié particuliers. en fait. On va Il y a pouvoir plein de cartes différentes. les montrer, peut-être s'approcher de la vidéo. Et sur l'autre paquet, là on a le jeu de cartes proprement dit, qui est composé, donc chaque carte est composée de la même façon, à savoir une illustration centrale en grande, et dans chaque coin des symboles. Un jeu, enfin soit une carte représentant, donc ça peut être le 5 de trèfle, le 8 de pique, etc. Soit une face de dés, un dé rouge qui va représenter un numéro, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Hein. Ou alors ça va être des symboles du tout venant. On peut avoir une petite bombe, un CD, une étoile, une tortue, un shake, une tirelire, des choses comme ça. Ou des lettres dans l'autre coin. Oui. Et donc grâce à ces cartes, avec ces 5 symboles principaux, oui.
Et grâce à la carte règle, on va établir un jeu. Complètement. Donc comme tu disais, on retourne une carte règle, on prend l'un des points de cette carte règle qui nous semble, qui nous saute aux yeux. Le truc, c'est un peu, c'est qui nous prend au trip, quoi. Celui qui nous parle le plus, qui nous plaît. Voilà. Et ensuite, grâce à une carte, on regarde le symbole qui va nous parler le plus aussi sur cette carte. Est-ce que c'est la phase 2D? Est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la lettre? Est-ce que c'est l'illustration? Bon. Et puis on essaye de combiner tout ça pour en créer un point de règle. Et tu disais que c'était l'ensemble de tous nos points de règle qui allait créer un jeu. C'est bien ça. J'ai bien synthétisé? Oui, exact. Parfait. Voilà. Tu peux reprendre la bande son si tu veux demain dans le magasin. Ouais, je pense être ça plutôt. Pour les gens. En boucle. Tiens. Du coup, tire une règle. Donc du coup, voilà. Je tire une règle. Donc celui-là, alors je la montre à tout le monde. Yes. Veux-tu que je retourne? On va la montrer à la vidéo. Ouais. Et donc là, tu prends un élément. Le premier élément qui attire ton regard. Ouais, là, c'est que de l'intuition. Là, il faut Que pas de réflexion. Ok. Et ça peut être comme un objet ou alors même une idée, quoi. Ça peut être un concept, ça peut être ah oui, totalement. même juste un objet de la carte. C'est ça, par exemple, là, tu pouvais te focaliser juste sur le chapeau de magicien, par exemple. Ouais, juste sur la fusée. Moi, je me focalisais sur la fusée. Voilà, la fusée, c'est bien. Le copieur, je m'en doutais. Moi aussi, j'étais sur la fusée. Ah ouais, mais c'est pas pour rien qu'on est ensemble tous les deux à cette émission. Donc voilà. Alors on a cette carte-ci avec effectivement, on a vu des gens assis autour d'une table en train de discuter. On voit des bulles, on voit quelqu'un, un peintre, un tableau, on voit un mécanicien qui tient une clé à molette, on voit une fusée, on voit des poupées gigognes, tu vois, que moi m'étaient pas du tout sauté aux yeux. Donc il y a effectivement beaucoup d'éléments. On en choisit un. Donc nous on a dit la fusée. Cédric, tu peux en choisir un et vous aussi. Vous avez le droit, c'est votre jeu. Oui, moi, comme j'ai dit, chapeau de magicien, ça me va. Chapeau de magicien. Parce qu'on fait tous en même temps notre petite sauce. C'est ça. Avec la carte qui a été choisie ou on tire tous des cartes? Non, avec les deux mêmes. En fait. Avec les deux mêmes. Et sur cette carte-ci, donc, on a une illustration centrale qui représente, on va dire, un bord de mer avec des rochers, des vagues qui viennent s'écraser dessus. On a un 8 de pique dans un coin, un 6 sur le dé, une toile d'araignée dans l'autre coin et les lettres F et A. Donc il faut prendre un élément par rapport à ta fusée et essayer de les combiner pour te dire comment une fusée et cet élément, ça pourrait matcher, comment je pourrais en faire un truc. Et tu peux passer par des associations d'idées, en fait, par exemple la fusée, la vitesse, ou la fusée, la mécanique, selon ce qui te vient. Donc, ouais, c'est pas la fusée, quoi. On n'est pas dans Tintin avec du basique. Alors moi, je vais y aller pas à pas et par exemple, pour l'instant, je vais focaliser sur le dé. Donc, ça veut dire que je dois faire quoi avec ma fusée et mon dé maintenant? Eh ben, tu peux te dire la fusée, ça représente la vitesse. C'est le côté supersonique pour aller dans. Du coup, avec le dé, ça pourrait être un jeu avec une histoire de vitesse. Il faut lancer le dé le plus vite possible, ou il faut faire tel numéro le plus rapidement possible. Déjà, rien que ça suffit comme proposition. En fait. La fusée et le dé peuvent influencer ce type d'idée. Qu'est-ce qui te viendrait? Maintenant, c'est à toi, j'ai fait le mien. D'accord. Alors, non, la fusée, le dé, la distance. Ouais, une histoire de distance, faudrait aller le plus loin possible. Donc il faudrait faire par exemple, des numéros le plus vite possible et arriver à un certain nombre avant. Le plus loin possible. Peut-être. On n'a pas le droit de choisir la même chose. Ou lancer le dé le plus loin possible. Faire le plus long chemin. Il n'y a pas de limitation. On va voir, à ce niveau-là. en fait. C'est toutes les idées mises bout à bout en fait qui vont après essayer de trouver comment on peut fusionner prend sens tout dans ça. la deuxième phase. C'est ça. Là, toute la première phase est intuitive en fait pour accélérer le truc et le rendre plus léger, et puis après la deuxième phase de réflexion. Donc là, on est toujours dans la première. Hein. Ouais. Tout à fait. Très bien. Je suis rassuré parce que. Du coup, moi j'ai vu le chapeau de magicien et la carte. Donc ça me fait penser au tour de magie et justement la majorité. Enfin, le premier truc qui me vient, c'est les magiciens devinent une carte. Donc là, ça va pas être forcément deviner une carte, mais deviner quelque chose. Il y aura une mécanique de prévoir quelque chose, prévoir le futur. On peut le tenter en bluff ou pas, ou un peu plus stratégique. À voir. Ok. Alors pour moi, c'était les bulles de dialogue et la falaise. La falaise, pour moi, c'est abrupt. C'est quelque chose où c'est la fin. Qui freine, qui arrête. Ouais, carrément. Et du coup, les bulles de dialogue, ça pourrait être quelque chose qui met la fin du temps. La parole amène la fin de. D'accord. Il faut dire stop ou j'ai fini pour être le premier à avoir fini. C'est ça.
Ok. Les poupées vont pouvoir combiner avec les dés, pour faire totalement de l'aléatoire, cacher un dé ou servir à lancer un dé, donc totalement le côté. Le côté poupée gigogne. Ouais, vraiment le côté je peux mélanger, cacher un dé, on parie de l'argent surtout. Ah. Pour récupérer le dé en dessous. Ouais, un principe un peu Perudo. Un petit peu, ouais. Ou carrément pour servir à lancer Ok. un dé aussi. Ok. Non mais ça va avec l'idée que j'avais, parce qu'à force d'entendre comme ça, j'ai c'est un ça. jeu qui se précise dans ma tête. Oui, C'est tu vois ça. des Et, idées, les idées ouais. des autres t'apportent d'autres idées. C'est exactement ça. C'est ça. Et je voyais bien un jeu caché où sur un certain nombre de lancers, par exemple on va dire tu as 5 lancers, 2 dés, je lance mes 5 lancers, j'additionne mes chiffres, et vous devez essayer de deviner combien j'ai fait. Enfin tu vois, Mhm. grosso modo. Là, Donc, un pour petit- te un dire, petit on peu est déjà de dans la bluff. deuxième phase en fait. Ouais. On commence déjà à réfléchir sur ce qu'on a. Non, mais très bien. Ouais mais Donc, ça on- j'y peux rien, moi j'ai un cerveau qui Non mais, réfléchit. non, mais c'est cool parce qu'on a posé les 4 règles, c'est bon, c'était le moment, c'est parfait. C'était juste pour cibler. Donc voilà, et ce qui englobe un peu tout. Tu vois, tu caches ton dé. Donc la poupée, quand le premier qui pense avoir trouvé combien peut le dire, puisque c'est, tu disais la parole arrête le truc. Mhm. On a le côté rapidité. Enfin voilà, ça c'était une idée. C'est pas forcément celle-là qu'il faut faire. Non, mais ça me paraît juste. Mhm. À tester du coup. On passe en par la suite. On passe à la réalisation du proto, on se retrouve dans 2 jours. Alors, Mais ce non, qui est parce pratique, que- c'est qu'on a Voilà. déjà les dés en fait sur les cartes. Du coup, on peut simplement tirer les cartes. Si tu dis je C'est lance malin. 5 dés, tu pioches 5 cartes et tu peux les additionner. Donc, on partirait sur combien de cartes? Enfin, combien de dés? Alors, 3. 3 3. Ok. Comme ça. Ouais, ok. Ouais. Allez, 3, ça marche. 3 chacun? Allez, 3 chacun. 3 chacun. Ah oui, puis en étant caché, on va essayer de voir. Imaginez celui qui a le plus, parce que tu parlais d'aller le plus loin. On va essayer de voir celui qui, tu sais, essayer de miser, de dire est-ce que c'est moi qui aurai le plus ou pas. Un peu comme au poker. Forcer les gens à se cacher. Par exemple, comme moi j'ai fait 18, je pense qu'on peut pas faire plus que 18 avec 3D. Tu Parce bluffes. que tu mens. On verra. Tu bluffes, Martoni. On verra. Pour l'instant, on va dire est-ce qu'il y a des gens qui pensent être au-dessus de moi? Oui. Pas du tout. Au-dessus de 18, Non, ça va être ouais, compliqué. je pense pas, non. Au-dessus de ta zone de bluff. Ah, mais si vous pensez que je bluffe, vous pouvez dire ouais, moi je pense que je suis au-dessus de toi. Alors que Ah, vous- d'accord, ok. tu vois, Ouais, donc on va- du coup, je on va pense essayer, que je suis on fait- au-dessus de toi. on fait par palier. Moi, clairement, je suis au-dessus de toi. Bon, là c'était un exemple. Moi, Je vais pas dire que j'ai fait moi, je suis 18. à- En vrai, j'ai fait 12. T'as fait 12? Ouais. Ouais, non, moi, je suis à 15. Toi, tu pensais t'es à 15. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent être au-dessus? Pas du tout. Parce que- Non, mais, non, mais tu peux pas te dire, du moi j'ai par exemple j'ai 7, mais je pense que lui il a vraiment pas 15 et qu'il a que 5. Et comment je vais lui mettre? Tu vois? Non. Ça me paraît Mais Non. là, c'est un jeu de bluff en fait. Hein. Ouais, ouais. Et moi, j'aime pas les jeux de bluff. Donc toi tu penses que t'as pas plus de 15? Je suis pas bon. Non, j'ai pas plus de 15. Moi, j'ai pas beaucoup. Non? Ah non. Toi Cédric? Vraiment nul en bluff. Moi je pense Ah, que ouais. j'ai 12. Après, si on fait un jeu de Toi, figure, là, comme je suis moi. Ouais, je pense Donc que j'ai t'es en 12. dessous de 15. Ouais, en dessous de 15. Ouais. Ah. Personne au-dessus? Non, non. Non, Personne non plus. t'a mis au-dessus? Non. Non, bah, ça tombe bien. Ah, je suis à 16. Ah, Ouais, bien sûr. Ah, pas mal. D'accord. Ah bah, du Pas coup, mal. la première manche, je te reviendrai en fait. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Si on faisait un jeu comme ça, la première manche, je lui reviendrais. Il a annoncé un truc, personne a monté. On pourrait dire que si on avait dit j'ai plus que toi, Mhm. et que quelqu'un avait eu moins que lui, en fait, si je dis moi j'ai plus que toi et qu'en fait j'avais eu que 9, Mhm. eh ben on aurait eu une pénalité, j'en sais rien, peut-être. Défausser une carte. Ouais, voilà. Pour abaisser la valeur. Au hasard. Exactement. Et boum, et du coup, tu la prends au hasard et j'ai moins de points C'est encore. magique. Clairement. Non, mais ils l'ont dit, c'est un jeu Ça, c'est, qui invente des jeux, mais après tous les jeux sont partis d'une base Mhm. et on va retrouver des similitudes parce qu'on a aussi des automatismes de jeux Bien sûr. qui font Oui. que on va forcément s'en inspirer. Des fois, on ressort même des trucs inconsciemment, on se rappelle pas d'où ça vient, ou, Et ouais, ou c'est- des fois même on croit qu'on l'a inventé, et puis plus tard on le revoit, et puis on se dit ah bah oui, j'ai déjà joué en fait. Ouais, Normal. alors moi je viens de faire une petite recherche rapide là par rapport à ce que j'ai compris du jeu. C'est un jeu qui a déjà été inventé par Perceval. Ah, Ouais, exact. Normalement, ça se joue à 5, mais ce soir on va s'organiser, c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, si on vient chacun des milieux totalement différents au niveau de l'univers du jeu, on trouve chacun notre petite pincée de Clairement. figuriniste, par exemple, ou Et même en dehors des techniques de jeu ou des jeux préférés, tout le monde apporte sa couleur particulière en fait à Exégèse.
il y a 2 semaines, on était à la convention Grabuge à Carcassonne et on a joué avec un étudiant en mathématiques et il nous a posé un plateau avec des barycentres en fait. Et nous, ça nous serait jamais venu en fait. Principalement parce que j'ai fait L et du coup je savais pas ce que c'était un barycentre, je l'ai appris sur le coup et puis. Mais t'as le droit de l'appeler comme tu veux. Quand t'as fait L, t'inventes des mots. Moi j'ai fait L, j'ai le droit d'inventer des mots. Parce que moi je sais pas ce que c'est. Alors le barycentre. Pourtant il a pas fait L. Si j'ai bien compris si j'ai bien compris, alors c'est un aspect. Enfin c'est pour le plateau, c'était triangulaire. Chacun des angles, on y avait associé un dé. Et le dé, la valeur du dé qu'on allait lancer pour chacun des angles, attribue à cet angle-là une force d'attraction. Et par exemple, donc, si on faisait 6 sur un angle, c'est une force d'attraction très forte. Si on fait 6 sur un et 1 sur les deux autres, le point ou le jeton qu'on allait poser allait se coller dans l'angle qui avait fait 6. Alors que si les 3 valeurs étaient égales, par exemple 3, 3, 3, 2, 2, 2... Il restait au milieu. Voilà, c'est ça. Et c'est toi qui as demandé. Hein. Voilà. Je bois ces paroles. Et juste pour dire qu'effectivement tout le monde s'y retrouve normalement, c'est qu'avec ça on avait aussi un autre joueur qui aimait plutôt le narratif et il a intégré donc tout un aspect de narration. Et bon, moi sur ce coup-là j'étais plutôt sur du bluff et moi j'ai ajouté le bluff. Ce qui fait qu'en fait on devait piocher un certain nombre de cartes pour faire notre narration. Selon comment se passait la narration, on pouvait jeter un nombre de dés. Donc en fait, il y avait toute une partie de bluff, de narration et cet aspect mathématique. Donc en gros, chacun apporte vraiment son idée, ses préférences. Et c'est vrai que, comme on le disait, en plus, l'intérêt, c'est que sur les cartes qui sont nombreuses, il y en a 80. Oui. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Enfin pas 80 en règle et en jeu, mais il y en a. C'est un jeu de cartes, donc 52 cartes et 28 de classique et 28 de règles. Et sur les 52 cartes, un jeu de cartes classique, on retrouve effectivement pour tout le monde, que ce soit les symboles, les cartes, les dés. Enfin, tout le monde y retrouve un petit peu son compte, comme tu disais, Cédric. Et les dessins sont différents dans chaque carte. Ok. Oui. Ah, en fait, c'est un jeu d'association d'idées. Ouais. Exactement. Comme on pouvait jouer à Il était une fois ou à Big ID. Big ID, voilà, je pense à Big ID aussi. On est vraiment dans ce type-là où il va falloir créer quelque chose. Associer 2 cartes et dans ces autres faire jeux, matcher. Ce sont des histoires ou des objets à inventer. Là, c'est finalement, on a les éléments pour aller inventer, pour aller créer un jeu. Rapidement en fait et c'est confronter les idées avec tout le monde autour de la table. C'est ça. Alors on a vu là effectivement on a créé vite fait un jeu, on a fait une petite partie qui a fonctionné sur un jeu qui vient d'être inventé. On voit que si on avait pris plus de temps, on aurait peut-être pu peaufiner, trouver des nouvelles choses, mais que du coup ça peut se faire vite, ça peut se faire plus lentement. Tout le monde peut y trouver son compte, comme on l'a dit. On va revenir un petit peu plus en détail sur vous et sur la création du jeu, sur son histoire et sur tout ça. Mais là, on vient de finir la partie jeu, on va dire la partie jeu en direct. Oui. Et on va faire la première pause musicale de l'émission. On va écouter Miosek qui va nous chanter Brest et vous allez comprendre après pourquoi on écoute Brest. Jusqu'à 23h30, des ludes et des plumes sur Plume FM. Jusqu'à 23h30, on est ensemble en direct. On vient de jouer à une partie d'exégèse, un jeu inventé par Nico et Jean-Pierre. On va revenir vers vous juste après pour en savoir un petit peu plus sur le principe de création. Mais juste avant, on a en ligne Julie qui va nous parler d'un festival, un petit festival nouveau-né. Ça va Julie ? Oui, bonsoir à tous, ça va très bien, merci. Bonsoir. Alors, on t'a contacté parce que tu montes un festival, c'est ça. Alors, la chanson l'a dit un petit peu pour nous, mais je crois que c'est un festival sur Brest. À côté de Brest, très exactement au nord-ouest de Brest, et c'est pas encore dans l'eau. Ouais, j'avais dit à Miosek de faire une chanson sur à côté de Brest, mais il n'y avait pas le temps. C'est ça. Mais effectivement, on est juste à côté de Brest, et c'est la première édition du festival qui s'appelle Le Château en Jeu, qui va se passer au château de Kergoradès, donc un château du XVIIe siècle, qui a été construit donc en 1613, et dans lequel on se dit que ce serait super intéressant de faire cohabiter des jeux de société modernes avec des bâtisses très anciennes. Et donc l'idée c'est quoi ? C'est vraiment de faire du jeu ou c'est de faire de la découverte historique un petit peu ou architecturale en même temps ?
Un peu les deux en fait. L'idée c'est que les gens qui viennent voir le château puissent découvrir le jeu de société moderne et donc jouer et découvrir le jeu sous toutes ses formes puisqu'on aura du jeu assis autour des tables, mais on aura aussi les jeux en extérieur. On prévoit, si le temps est beau et il est toujours beau en Bretagne, du troll ball. Surtout à Brest. Voilà. Et tous ceux qui viennent parce qu'ils ont entendu parler du festival, qui viennent jouer, vont pouvoir découvrir ce magnifique bâtiment et peut-être revenir pour toutes les animations qu'on fait au château en parallèle. Donc là, c'est la première édition du festival, hein, c'est bien ça? C'est la première édition du festival. Elle est organisée par une association qui s'appelle les Amis de Kergoradez, qui sont très actifs sur le château, qui ont déjà participé à plusieurs choses comme la fête des confitures. Donc là, ils se lancent dans quelque chose de complètement différent, mais ça leur permet de toucher un public différent et un public peut-être un peu plus jeune. Bah oui, justement, quand on fait partie d'une asso un petit peu à but historique comme ça et qu'on touche un petit peu à tout, comment on en arrive à avoir envie de faire du jeu de société? On en arrive à se dire que ce serait bien de toucher des nouvelles personnes, puisque l'histoire c'est pas forcément ce qui passionne les jeunes, et justement l'idée c'est de les toucher. Donc qu'est-ce qui intéresse les jeunes aujourd'hui? Ça peut être le jeu de société, donc tentons l'expérience et puis essayons de voir si on peut pas trouver un terrain d'entente avec l'histoire et le jeu de société. Ah, c'est vrai que les jeux de société c'est quand même multigénérationnel et c'est un truc qui fédère pas mal. Donc je pense que c'est une très très bonne idée. Donc tu peux nous rappeler les dates du festoche? Bien sûr, ce sera le 6 et le 7 mai prochain, le samedi 6, 10h du matin jusqu'à minuit, et le dimanche 6, le 10h, 19h. Pardon, j'ai un trou de mémoire. C'est 10h, 19h le dimanche, et le samedi, 10h minuit. Et l'entrée est gratuite? L'entrée est à 2 €. Entrée 2 €, restauration sur place? Restauration sur place avec des crêpes, parce qu'on est en Bretagne, donc il n'y a pas de raison, on va faire des crêpes. Non, mais ça marche très bien, c'est bon. C'est bon, les crêpes. Ok, en tout cas, merci à toi d'avoir répondu au téléphone et on vous souhaite plein de bonnes choses pour le festival et n'hésite pas à nous envoyer un petit message, un petit mail pour nous dire comment ça s'est passé, comme ça on pourra dire à la radio, faire un petit retour sur le festival après coup. Avec plaisir, et puis pour ceux qui veulent venir, de toute façon il y aura de quoi manger, il y aura de quoi acheter aussi, puisqu'on a une boutique partenaire qui sera présente avec tous les éditeurs, et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, bonne soirée Julie. Au revoir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes du côté de Brest ou pas trop loin, ou même si vous êtes loin mais que vous avez du temps, ça vaut toujours le coup, comme on l'a dit, c'est une vraie expérience, c'est multigénérationnel, et puis allier le ludisme. Cadre a l'air sympa. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment, ça a l'air magique, quoi. C'est une expérience en soi d'aller dans un endroit comme celui-ci, et en plus pour y faire du jeu. Des beaux jeux de plateau ambiants en plus, ça peut bien. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'occasion pour ceux qui connaissent pas de découvrir le troll ball, c'est l'occasion de découvrir plein de choses comme ça. Et puis on lui a pas demandé s'il y avait des jeux de rôle, mais c'est vrai que s'il y a des tas de jeux de rôle, peut-être que pour la mise en ambiance, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Arkham, etc. Ça peut être sympa là-bas. Ouais, je pense. Surtout, tu vois, jusqu'à minuit, une fois que ça s'installe, même des jeux d'ambiance. Hein. Je sais que des jeux comme Boo pour enfants chez BlackRock, ça pourrait marcher. Il y a des fantômes, on est dans un château, c'est le genre de truc qui peut bien sortir, quoi. Et une autre chose magique, autre que le lieu du château de Brest, c'est le jeu Exégèse, votre jeu, Nico et Jean-Pierre. On va revenir un petit peu vers vous pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Déjà, vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? C'est la question un petit peu récurrente qu'on pose tout le temps au départ. Comment vous en êtes arrivé dans le monde du jeu? Est-ce que vous êtes joueur vous-même? Comment on dit, vous venez d'où? Parce que vous venez de loin en plus pour présenter votre jeu. ASV. Du coup, moi c'est Nicolas Zodius. Je viens. Là aujourd'hui, je viens de. On était où? Sable d'Olonne. On était au Table d'Olonne hier. Ouais, le week-end dernier. Et avant, en ce moment, je suis sur Paris et bientôt je redescends sur Agen. Un peu baroudeur en ce moment. Ouais, un peu. Ouais. Sinon, d'où me vient le jeu? Depuis des années et des années, j'ai commencé par, comme tout le monde, plein de petits jeux qu'on nous fait jouer quand on est petit. Et après, j'ai fait pas mal de jeux de rôle sur un peu tous les styles. On s'est beaucoup amusé à faire des jeux de rôle très rapides en one-shot. Du pulp un peu. Ouais, du pulp et des choses qui nous venaient sur le moment dans tous les univers confondus.
Et voilà, d'où me vient rapidement le jeu. Donc ça a été, t'es tombé dedans en fait, comme tu dis, t'as joué un petit peu. Après, les jeux de rôle t'ont permis de découvrir, d'augmenter l'imaginaire. C'est ça. Et puis bah du coup, quand t'es retourné vers les jeux, forcément, tu t'es dit que c'était un peu pauvre et qu'il te fallait un peu. Je dirais un parcours somme toute classique finalement. Oui, c'est ça, complètement. on retrouve beaucoup de similitudes avec les autres. Et toi, Jean-Pierre, ton parcours est totalement différent. Tu m'avais dit, non, c'est pas vrai. Non, pas si différent que ça, mais effectivement, j'ai peut-être commencé avec des jeux un petit peu différents, puisque j'ai de la famille en Allemagne, ce qui fait que quand j'étais petit, j'avais de bons gros jeux de plateau à disposition à un très jeune âge en fait. Et du coup, t'as pris goût au poussage de cubes en bois assez rapidement, mais en fait principalement, ce qui m'a accroché en fait, c'était les premières parties de jeux de rôle que du coup j'ai fait avec Nicolas, parce qu'on s'est rencontrés en fait au collège, donc ça fait un moment qu'on se connaît. Et on a fait nos premières parties ensemble, et puis on s'est super bien amusé, et puis on a commencé à rédiger nos propres scénars, ce genre de choses, et effectivement l'impro et la création d'univers était quelque chose qui prenait beaucoup de place dans notre style de jeu en fait. C'est-à-dire qu'on a très peu lu de livres officiels, très peu acheté de livres officiels en fait. Vous êtes parti sur vos propres règles, vos propres univers, en fait, c'est ça, vos propres mélanges, mais c'est ça. Ouais, enfin ce qui est pas plus mal. Enfin, je sais que nous on l'a fait aussi beaucoup. C'est-à-dire que nos univers nous venaient, les univers et les scénarios nous venaient tellement vite qu'on n'arrivait même pas à les jouer ceux qu'on créait nous. Ce qui fait que du coup, on n'allait pas encore en plus rajouter les scénarios existants d'autres personnes. C'est ça. Quand t'as pas le temps de faire les tiens, t'as du mal à faire ceux des autres. Ouais. Mais je comprends tout à fait la démarche. En plus, c'est vrai que c'est rare les fois où finalement tu suis le scénar dans le bouquin de règles. Hein. Tu passes vite à l'invention de ton propre scénario pour avoir tes sensations de jeu. Je sais pas si tout le monde le fait. On avait discuté avec des rôlistes à l'heure du jeu, et il y en avait certains qui étaient très règles justement, qui prenaient plaisir à faire à la virgule près, et puis d'autres qui étaient un peu plus. Moi, je sais que j'ai tendance, si un point de règle me fait chier à le zapper, à le remplacer par un autre. Et dire, l'idée, c'est qu'on s'amuse en fait. Donc, ce serait une bonne idée de sondage, ça au moins, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est vrai, là en y repensant, effectivement, ça, c'était principalement. Moi, quand j'étais MJ, si je ne respectais rarement les univers de jeu ou les règles prescrites, c'était principalement pour suivre les envies de mes joueurs. Dès que je voyais quelque chose les intéresser, j'allais vers là. Et c'est marrant parce que effectivement, là en y repensant, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans Exégèse en fait. C'est le jeu qui suit les envies des joueurs, quoi. C'est ça. Et du coup, vous qui étiez joueur de jeux de rôle et après jeux de plateau, toi qui étais gros joueur de stratégie, on va dire, avec des jeux à l'allemande déjà petits, comment vous en êtes venu à vous dire que vous aviez envie de créer un jeu? Est-ce que c'est justement parce que vous vous êtes vite retrouvé, tu parlais de scénarios que tu inventais, est-ce que vous inventiez trop vite et que vous aviez besoin d'un palliatif en fait, un truc le tout début du truc, c'est que j'avais écrit quelques scénars pour des concours de jeux et ça s'était plutôt bien passé. En fait, principalement, je le faisais juste pour m'améliorer pour mes joueurs, et je me suis dit que ce serait sympa d'entraîner mes amis là-dedans. Et il y a eu un game chef, alors là je sais plus quelle année c'était, il y a 3 ans à peu près, je crois. Et du coup j'ai demandé à tous les joueurs, tout notre groupe de joueurs, est-ce que vous voulez qu'on fasse un truc ensemble? Et on a tous envoyé un petit peu nos idées. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, un game chef, tu peux expliquer ce que c'est? Puis pour certains d'entre nous aussi. Hein. Alors, soyons honnêtes avec nos auditeurs, d'ailleurs. Ouais, vas-y. Le game chef, c'est un thème, quelques éléments à ajouter et une semaine pour faire un jeu. Et là, cette fois-ci, le thème c'était « Ceci n'est pas un livre ». Et je me souviens plus exactement des éléments, enfin c'est des éléments qui ont vite disparu. Un bouquin Non, il va y avoir paillettes et je sais plus quel. Je crois sauvage, faucille, et puis un autre truc. T'es pas obligé de les utiliser? Si, j'en utilisais 3 parmi les 4. Ou un, je sais plus, trop. Mais en fait, en tout cas, ces éléments-là ont vite disparu du jeu en fait après, parce qu'on les avait mis dedans. Pour le concours. Voilà, pour respecter le concours, et puis après le jeu a un petit peu a pas mal évolué, et puis il y a quelques éléments qui graduellement sont sortis, quoi. Et c'est par le biais de ce concours-là que vous. C'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le groupe de joueurs a
a donné plein d'idées. Il y avait des joueurs qui voulaient faire un jeu de plateau, d'autres qui voulaient faire du jeu de rôle, etc. Et petit à petit, il nous est venu une mécanique pour modifier, moduler petit à petit différents jeux. C'était 60% de jeux de rôle et un petit peu de jeux de plateau. Et au fur et à mesure des évolutions, on est arrivé à un jeu tout en images où on avait juste 2 decks avec de l'imaginaire et plutôt des règles. Parce qu'au début, j'avais passé une grosse partie du temps là-dessus parce que vous étiez quasiment tous en examen. Quand j'ai posé le truc, c'était un petit peu compliqué. Il y avait genre 5-6 decks, et puis après, quand on s'est remis dessus, on a encore rajouté des decks, et puis on nous a vite dit ouais, réduisez le truc, réduisez. Et puis voilà. On s'était arrêté à 5 pour le Game Chef. Oui, pour le Game Chef, mais après, quand on l'a repris derrière, ça a augmenté. Maintenant qu'on trouve que l'idée est bonne. Donc, ça, c'est une idée collective au départ alors? Oui, c'est ça. Complètement. C'est ça. Mais on n'est que 2 en fait derrière à vouloir le à concrétiser tenir, à fond, et effectivement ça a pris beaucoup de temps. C'était il y a 3 ans du coup environ. Oui. Et donc là, le jeu a 3 ans, le proto. Oui, c'est ça. Il a connu, alors pas combien de moutures, parce qu'on imagine qu'il y en a eu beaucoup, mais pour en arriver là, est-ce que vous pensez arriver déjà à quelque chose d'à peu près fini? Oui. Et, Oui. ouais. Au niveau des règles, la mécanique est normalement fixe. Ce qui nous reste principalement à faire, c'est retravailler la formulation des règles en fait, pour la rendre bien vraiment accessible. Mais sinon, la mécanique, normalement, devrait être bonne. Et au niveau du travail artistique dessus, c'est définitif ou c'est encore en cours de travail? Alors du coup, au niveau du travail artistique, c'est beaucoup du mix-up Photoshop. Au niveau des inspirations et des cartes inspiration, c'est familial. C'est ma tante, ma grand-mère et une amie à moi, donc Marie-Reine, Claudine et Flore, qui m'ont passé des illustrations que j'ai remixées les unes dans les autres pour leur donner cette teinte exégétique. C'est elles qui les ont. Elles sont les auteurs de ces illustrations en fait? Oui. D'accord, elles ont beaucoup de talent parce que c'est magnifique. Merci pour elles. Et du coup, ça c'est quelque chose que vous pensez garder, parce que les illustrations sont... Oui. Celles-là sont... Oui, clairement. Oui. sont finies, quoi. Les modifications qu'il va y avoir vont très certainement être pour les lettres qu'on a en bas, sur la pour police. les rendre un peu plus lisibles. Certainement un petit cachet particulier sur des cartes et quelques modifications dans les cartes esquisses, dans les cartes de règles, pour rendre quelques icônes plus uniformes peut-être. Plus uniformes, plus parlantes, Plus parlant. plus Vous êtes déjà, unique. vous l'avez présenté, donc là on a compris le week-end dernier aux Tables d'Olonne. Vous l'avez déjà présenté en public. Ah oui, très très souvent, quasiment. Alors déjà avant le Kickstarter, mais là pendant le Kickstarter, c'est un petit peu le gros pic d'activité, on va dire. On tourne environ 25 jeux par semaine qu'on crée avec. Bon, bien sûr, tous ne sont pas à garder, mais une grande partie quand même. Non, parce que oui, c'est ce que j'allais dire, parce que dans l'actualité du jeu, effectivement, il y a le lancement du Kickstarter qui est fait. Donc le jeu, il est lancé depuis quand? Le Kickstarter est lancé depuis le 11 mars. Donc il reste combien de temps? Il reste 2 semaines. Il reste 2 semaines, d'accord. Il reste 2 semaines pour le Kickstarter. Ouais. D'accord. Et il manque 2000 €. Sur 5000. D'accord, ce qui est plutôt... Oui, on pense que ça devrait bien se passer, principalement parce que à cause du pic à la fin le pic d'activité en fin de Kickstarter, et aussi parce que on s'est bien rempli les dernières semaines avec des events dans des bars à jeux, des assos de jeux. Est-ce qu'il y a encore une convention? Non, je crois pas. Il y en a après le Kickstarter, après la fin. Il y en a après, oui. Donc, une actualité présente. Là, vous êtes au taquet en fait pour pouvoir le faire connaître un maximum. Complètement. D'accord. Et c'est là du coup que notre ami Cédric va intervenir. C'est ça qui va pouvoir rentrer. Oui, parce que demain, donc, vous allez dans la boutique à Vannes pour le présenter au public. Exactement. C'est ça, ils nous ont contactés pour venir à la boutique demain 14h. Yes. C'est comme je fais à chaque fois, je fais toujours venir des auteurs ou des prototypes ou même des grands auteurs pour présenter un petit peu leur jeu, quoi. C'est important pour moi de les mettre en avant, et même ceux qui sont en prototype surtout, mettre en avant et me présenter à tout le monde, avoir les critiques et les retours, c'est très important.
Et puis c'est aussi un bon contact pour la boutique, ça fait une belle animation et moi je suis content de recevoir toujours du monde en boutique. Quoi. Donc, T'as des gens qui viennent du coup spécialement quand tu reçois des auteurs oui, il y en a eu parce que le premier c'était Henri Carmarek. Quand tu crées des animations, voilà, ça fait venir du monde un petit peu. Ouais, ça a plutôt bien marché. Il y a aussi Olivier Leduc, donc des joueurs qui sont revenus justement pour retester ses protos. Et là justement pour demain, j'aurai normalement de la demande aussi pour venir tester vos jeux. Et ainsi de suite, normalement c'est le 6 mai aussi, je vais recevoir Louis et d'autres auteurs, donc Yann de Battle, de Serial Battle, et aussi l'auteur de Shindra. Donc j'essaie vraiment de faire venir du monde un maximum pour que vous ayez aussi de la visibilité et pour moi aussi ça fait une belle animation. C'est ça, c'est un bel échange de procédés. Moi, ça me fait plaisir. Donc vous en faites beaucoup ce genre de prestations aujourd'hui, j'imagine. On n'arrête pas. Oui. C'est pour ça, là, vous expliquez, vous étiez en vadrouille là depuis quelques semaines. En fait, on peut suivre ça sur notre page Facebook. On essaye de mettre le maximum d'événements possibles. Alors, il n'y a pas tout parce qu'effectivement, certains se planifient soit à la dernière minute, ou soit certains ne se planifient même pas. On passe et on dit bonjour, est-ce qu'on peut présenter le jeu, ça vous intéresse ou pas. Donc, on essaye de mettre le plus possible sur les events, mais pas tout. La page Facebook, c'est Exégèse. Exégèse le jeu. Alors, il y a des accents ? Non. Pas d'accent, ça c'est attaché. Parce que moi je galère avec les accents, je sais jamais dans quel sens les foutre. Et du coup j'en mets jamais. Je préfère écrire en majuscule, toi. Je suis pareil. Est-ce que ça s'est déjà présenté que vous ayez des gens en face de vous à qui vous expliquez le jeu et clairement, oui, je pense que oui, le jeu est pas fait pour eux parce que ça bloque, rien ne vient, on n'arrive pas à trouver. Quand on pense que, y a des gens qui sont bloqués par l'imaginaire ou par le côté être maître de son propre jeu. D'être bloqué complètement, ça a pu arriver une ou deux fois, mais je pense que c'est plus dû à l'ambiance et à ce qu'ils attendaient. Globalement, j'avais l'impression qu'ils étaient plus en attente qu'on les divertisse. De toute façon, comme c'est du coop et que tout le monde y va de son petit point de règle, comme on a vu tout à l'heure, même si on est bloqué, il y a toujours une, deux, trois personnes qui vont débloquer la. Après, il y a aussi un effet de groupe qu'on peut retrouver aussi dans les jeux de rôle. Ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. C'est-à-dire qu'on peut avoir un très bon scénario, un jeu de rôle, et au final, ça peut partir très mal. Ou inversement, il suffit que l'ambiance soit bonne et on n'a pas de scénar et tout se passe très bien. Ça marche aussi sur les jeux de plateau, selon l'ambiance qu'on a autour de la table. Parfois, la soirée n'est pas forcément faut que ça prenne, sympa. Après, j'ai l'impression que dans les jeux où il y a un peu plus de mécanique que soit de narration ou d'imagination, le risque est plus faible quand même. Enfin, c'est peut-être juste mon impression, mais. Alors moi, j'ai l'impression d'être face à un OLNI. Voilà, un objet ludique non identifié, c'est-à-dire que c'est un jeu, mais c'est pas vraiment qu'un jeu en fait. C'est pas qu'un jeu, j'ai l'impression. Oui. Donc c'est pour ça peut-être que les gens étaient déçus parce que quand vous disiez qu'ils attendaient du divertissement, finalement on peut aussi être face à d'autres sensations que juste du divertissement rigolo quoi. C'est là on est dans quelque chose peut-être d'un peu plus sérieux. En fait, ce qui se passe, c'est que oui, c'est clairement selon les attentes. Certains voyaient la partie création comme quelque chose ne faisant pas partie du jeu, et d'autres, au contraire, ça nous est déjà arrivé, ont enchaîné plusieurs parties de création de jeu, et quand on leur disait est-ce qu'on teste, et non, en fait, ils voulaient pas le tester juste derrière, parce qu'ils n'avaient pas tellement de temps, ils voulaient juste en créer plein parce que ça les faisait marrer en fait de créer le jeu. Et du coup, eux, ils trouvaient le ludisme, l'aspect, le plaisir, le joie de créer dans l'aspect création, alors que d'autres justement, moi ce qui me parle en plus, moi je comprends tout à fait qu'on ait du plaisir, on jubile à créer une dynamique, une mécanique d'un jeu un petit peu comme ça, qui sort du chapeau finalement très vite. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du type professionnel, je sais pas, je pense à des thérapeutes ou des choses comme ça qui pourraient être intéressés par votre jeu? Complètement, on en a même qu'on n'a pas encore complètement affiné, mais on en a fait une version plus, disons, épanouissement personnel. Ce développement personnel, c'est un peu trop particulier pour moi, je préfère épanouissement. Où effectivement, que ce soit dans la phase de création ou dans la phase de jeu, on peut retrouver des rapports entre soi, sa quête de vie et comment on évolue dans la vie. Et même outre ça, c'est un jeu qui amène la coopération, comme on le disait, mais qui amène aussi la confiance en son pouvoir créateur et du coup la confiance en soi de manière générale. Oui, c'est ça, on retrouve pas mal de similitudes sur certains jeux qu'on voit en ce moment,
où on va... Enfin, moi, j'ai tendance à les appeler un petit peu les jeux thérapeutiques. C'est-à-dire, c'est des jeux qui, hormis le côté ludique et le côté fun, amènent aussi de la réflexion et de... Après, il y a aussi tout un aspect de démystification de la difficulté de création, en fait. Ça nous est déjà arrivé de faire tester ce jeu à certaines personnes qui, après, se sont dit c'est pas si difficile que ça, je vais me lancer. Là, je pense principalement aux toutes premières parties, qui sont d'ailleurs les raisons pour lesquelles on s'est dit que ce jeu avait un intérêt. On avait certains joueurs qui n'osaient pas forcément se lancer en tant qu'MJ, et le fait qu'ils aient joué à ce jeu-là, ils se sont dit... finalement, je suis capable de créer. Carrément, voilà. Et puis ils se sont lancés après. Créer leur univers, créer leur jeu, et de suite, en une semaine, ils avaient créé quelque chose, et c'était juste magique, quoi. C'est un jeu dont vous êtes le héros, en fait, quoi. Complètement. Ouais, c'est ça. Un outil déclencheur, moi je dirais aussi un peu. Enlever la barrière. Ouais. Alors, on va revenir vers vous comme ça, parce qu'on a plusieurs sessions d'interviews dans l'émission. On l'entrecoupe de choses dont on est les héros un peu. Plus ou moins utiles, mais on est obligé. Mais obligé, non, mais on aime bien aussi. On fait des présentations de jeux, et là, on n'a pas de jingle, parce que Damien, il est toujours pas là. Parce que Damien, pour ceux qui nous suivent et ceux qui ne le savent pas encore, Damien est papa. Ça y est, on n'arrête pas de dire il va être papa, mais ça y est, Damien, il est papa. Oui, pour la deuxième fois. Il était déjà papa, mais pour la deuxième fois. D'une petite fille, oui. Mélissandre. Donc on lui souhaite la bienvenue dans la communauté ludique. C'est ça, et bienvenue aussi, dans l'équipe. Les autres, communauté, si elle veut. Et oui, tout ce qu'elle veut dans la vie, tant qu'elle est heureuse, et que les parents aussi. Donc félicitations à toi, Damien, si tu nous écoutes. Et même si ça se passe bien un peu parce qu'il avec pour Louis, quelque chose, et à Marion aussi. Bah oui, bien 50%. sûr. 50%, voire même plus, des fois. Et voilà, et donc d'habitude on a des jingles donc que Damien nous fait, mais là comme il est pas là on n'en a pas, mais on fait des présentations de jeux quand même. Moi ce soir par exemple, que je prends, parce qu'on va essayer tant qu'on a la vidéo de vous montrer les boîtes si on peut, mais Cédric va faire ça. Je fais télé-shopping si tu veux. Ouais, exactement, merci, vas-y. Télé-shopping. Monsieur Tchernia. C'est vrai que Ce soir, je vais vous parler de 75 Gnome Street. 75 Gnome Street, c'est un jeu qui est sorti en 2016, un jeu de Charles Bossard et Sébastien Darras, illustré par Fabien Mance. C'est leur premier jeu à tous. C'est édité chez Ankama pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties entre 20 et 30 minutes. Alors Ankama, pour ceux qui connaissent, c'est Wakfu, c'est Crowmaster Arena. C'est Dofus, voilà. Le MMO. Ouais. Et voilà, c'est tout un c'est un univers déjà bien implanté, bien connu. Et forcément, quand il se lance dans quelque chose de différent, ça interpelle. Et 75 Gnome Street, c'est une belle réalisation. Dedans, il y a un plateau de jeu ça représente un jardin avec sa maison, quoi. On a quelques tuiles, on a des cartes, on a des figurines de nains, ça c'est très bien. Et on a 9 tours de jeu. Et dans ces tours de jeu, on va combattre, on va questionner, on va creuser et surtout on va chercher le trésor des adversaires. D'abord, principe de jeu très simple. Premièrement, on choisit tous ensemble, en même temps, simultanément, une carte parmi les 8 qu'on possède. Quand c'est fait, on révèle les cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 8. Et puis la plus forte va se placer sur le premier repère, ensuite sur le deuxième, le troisième, jusqu'à la dernière case qui est la carte, la case loser en fait. Ça me rappelle un jeu pour l'instant, mais vas-y, continue. Après, on écarte les cartes, on va les laisser face visible pour que les autres se souviennent de ce qu'on a joué. Un petit peu comme dans Raptor. C'était ça Non, tu sais, Rumble Battle, là, le truc où tu te bats sur le plateau avec le dragon et tu as des cartes pareilles avec des numéros. Voilà, continue mon cher Alex. Et là donc les cartes avec leurs numéros vont permettre de se placer en premier. Et en fait l'intérêt d'être premier, c'est qu'on va pouvoir interroger tous ceux qui se trouvent derrière nous. Et donc plus on va être loin dans la queue, moins on aura de personnes à interroger. Et si on est loser, on pourra même interroger personne. Mais des fois, on va quand même essayer de jouer une carte un peu plus faible parce que sur les cartes, il y a aussi des pouvoirs. Il n'y a pas que des numéros. Et le fait de jouer une carte pouvoir de tel numéro va me dire je serai numéro 3, mais mon pouvoir, c'est que je peux quand même interroger tout le monde autour de la table. Donc je pourrai interroger qui je veux. Donc voilà un petit peu le principe. Et ensuite, une fois qu'on est placé, on va choisir dans l'ordre de la gagne, donc comme on a dit, du premier jusqu'au dernier, on va choisir 2 tuiles disponibles. Une tuile terrain. La tuile terrain va représenter de l'herbe, de la terre, du bois, de la pierre. Et c'est les mêmes qu'on va retrouver sur les terrains du jardin, en fait. Et donc, la tuile terrain, si je prends de la pierre, je vais prendre mon petit nain et je vais pouvoir le poser sur une tuile pierre.
celle que je veux. S'il y a déjà un nain dessus, si je suis les bleus et qu'il y a un nain rouge, et ben le nain rouge il dégage et puis c'est pas, tant pis quoi. Je suis le plus fort. Donc je choisis ma carte terrain. Et puis ensuite, je vais prendre une tuile action. Ma tuile action, c'est des tuiles questions en fait. Je vais questionner les nains, comme je l'ai dit, qui sont en dessous de moi dans la file. Ou alors, à la rigueur, j'ai même une tuile action qui va me permettre de bloquer certaines cases en déplaçant le chat qui se déplace dans le jardin et qui embête tous ces nains. Pour questionner les nains, c'est simple. J'ai 3 questions. Le trésor est-il dans ma zone, c'est-à-dire 8 cases autour de moi? Donc, est-ce qu'il est dans cette zone-là? Est-ce que le trésor est dans ma ligne de vue? Donc là, on part sur des repères orthonormés, vous savez, les lignes un petit peu verticales, diagonales, non pas diagonales, mais horizontales. Donc, est-ce que c'est dans ma ligne de vue? Ou est-ce que le trésor est sous une fleur de telle couleur? Est-ce qu'il se trouve sous une fleur bleue? Parce que partout, il y a des fleurs bleues, ou rouges, ou jaunes. Et donc, petit à petit, comme ça, sur mon petit calepin, je vais pouvoir cocher les réponses. Est-ce qu'il est dans ma zone de jeu? Non, je peux griser. Un peu dans le principe du toucher-couler. Je vais comme ça agrémenter ma zone de recherche. On fait attention aux infos données, parce que certaines vont se faire à voix haute, d'autres cachées. Donc je vais pouvoir bénéficier des infos qu'on va donner aux autres, et à moi de faire gaffe à pas tout mélanger. Donc voilà, comme on cherche plusieurs trésors en même temps, on essaye, comme je disais, de ne pas s'en mêler les pinceaux. Quand on pense savoir, on pose un jeton sur le terrain. J'ai un petit jeton taupe, moi je pense qu'il y a un trésor ici. On a aussi des jetons bluff, moi je pense qu'il y a un trésor ici, mais c'est pas un jeton taupe que je te mets, mais toi qui vas me suivre parce que j'ai eu plus d'infos que toi, tu vas peut-être le mettre aussi. Donc ensuite, à la fin on résout, on retourne, mon trésor il est bien sur la case, je suis le premier jeton taupe, j'ai le plus de points, celui du dessus a moins de points que moi, etc. Comme ça, parce qu'il fallait le poser en premier. Et puis je gagne des points si j'ai réussi à bluffer et amener des gens à voter comme moi. Donc c'est vraiment un petit jeu sympa, un jeu rapide, un jeu qui se prend pas la tête, qui reprend des principes effectivement connus, parce que le principe des cartes qui vont être plus ou moins fortes pour déterminer l'ordre de tour, le principe du toucher-couler avec les cases à griser, ça reprend des principes connus mais qui fonctionnent très très bien, qui matchent très bien entre eux. Les figurines nains sont vraiment rigolotes, elles sont, on en a 3, mais 3 différentes à chaque fois dans l'équipe, donc pour les plus assidus qui veulent les peindre, il y a moyen de s'éclater. Et puis voilà, un petit jeu pas prise de tête, mais un petit jeu bien fun quand même. Chez Ankama, je vous le rappelle, 75 Gnome Street, la guerre des gnomes. Voilà, ça fait penser à Gnoméo et Juliette, des choses comme ça, quoi. Pour ceux qui connaissent, qui l'ont vu, non? Non. Je suis le seul à avoir vu des trucs comme ça. Ça me dit un truc, mais c'est pas le recadrer. Plus, c'est vrai que ça a l'air un peu enfantin comme jeu, en fait, sur la ligne graphique. Sur la ligne graphique, oui, parce que ça se veut au niveau du dessin, il y a rien de violent, les couleurs sont assez chatoyantes, et je pense que c'est pour toucher un petit peu tout le monde, parce qu'après dans le gameplay, t'oublies carrément ça, et tu te poutres un peu, et puis t'as vraiment le plaisir de recherche. Ouais, vraiment de déduction, d'enquête, quoi. Exactement, et c'est ça tout le sel du jeu, puisque pour être franc, j'ai adapté le jeu au Ticket Sport pendant les vacances, sur le principe d'une Olympiade, et par équipe, et chaque fois qu'une équipe remportait un match, en fait, il avait le droit de choisir aussi et de poser une question à l'équipe adverse pour savoir où se trouvait son trésor. Et plus il y avait d'écart, plus on pouvait choisir tu l'as adapté en grandeur nature, alors. Exactement. Excellent. Et donc, on n'avait pas les nains, on n'avait pas tout le plateau de jeu, mais on avait gardé toute la mécanique. Ouais, j'avais les nains. Mais on a gardé toute la mécanique, et la mécanique fonctionne. Et c'est bien ça le sel du jeu, c'est qu'au-delà de l'habillage, il y a vraiment un truc fun et un truc rapide. Alors, il y a une règle spécifique à 2, parce que vraiment le jeu prend son intérêt à 3 ou 4. Mais voilà, si vous avez l'occasion, 75 Gnome Street, je vous le conseille. Merci Alex. Mais de rien. On va faire la deuxième pause musicale de l'émission, après qu'Yann ait cassé la boîte. Puisqu'on vient de s'écouter 75 Gnome Street avec la révolte des nains de jardin, on va écouter les non-tropos avec la villa Mon Plaisir. Ça y est, c'est l'été, enfin presque. Les papillons bourgeonnent, les oiseaux refleurissent, les jours s'allongent et le soleil va se coucher de plus en plus tard. Et nous aussi d'ailleurs. Tard, très tard, beaucoup trop tard. Oh là 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 là, on se laisse pas abattre, hein. Allez, on se prend un bon thermos de café et on note les nouveaux horaires du lundi soir.
Jusqu'au mois de juin, des luttes et des plumes, Rock'n'Roll Story, les Country Roads, c'est de 21h30 à 23h30 sur Plume FM. Et pour le reste, ne vous inquiétez pas, rien ne change. Pour la rediffusion, c'est toujours le vendredi qui suit, entre 15h et 17h. Alors, c'est bien noté ? Premier lundi du mois, les Country Roads. Deuxième lundi du mois, des luttes et des plumes. Troisième lundi du mois, Rock'n'Roll Story. Quatrième lundi du mois, des luttes et des plumes. Et les mois en 5 lundis, la spéciale jeu de rôle de Deludes. Et tout ça, de 21h30 à 23h30 sur Plume FM. Jusque 23h30, on est ensemble en direct dans Des luttes et des plumes, soit à peu près encore une bonne heure d'émission. Ça tombe bien parce qu'on a encore plein de choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec quelqu'un qui a des trucs à dire. C'est Patrick. Patrick, vous l'avez sûrement vu si vous êtes adepte des festivals, puisque c'est monsieur à côté des jeux en bois. C'est ça, c'est monsieur Jean en bois, billard finlandais. Monsieur Jean en bois, billard finlandais, ouais. On le rencontre souvent dans les festivals, il nous a souvent fait de l'œil. Et puis on a commencé à s'inscrire dans les fameux tournois qu'il organise. Ouais. Et là, on a eu la chance de le remporter, enfin. Il était temps parce qu'on en avait perdu pas mal. On a dû piétiner quelques jeunes prépubères qui étaient un petit peu hargneux, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Et donc là, pour nous parler du billard finlandais, on a Patrick Périou, qui est l'inventeur du billard finlandais. C'est ça. Et qu'on va pouvoir avoir en direct. Oui. Alors Patrick, salut. Tout à fait. Bonjour Yann, Patrick ici l'appareil, l'inventeur du billard finlandais, tout à fait. Tu sais comment je l'ai inventé en fait? C'est avec un jeu de cartes que j'ai récupéré sur Kickstarter. Et du coup, c'est un jeu de cartes qui a des images en fait. Des icônes. Il y avait une, c'était une arbalète, l'autre c'était une canne à pêche. Il doit s'appeler Exégèse, je crois. Donc comme quoi le jeu est bon parce qu'il donne des bonnes idées, parce que le billard finlandais, effectivement, on le voit maintenant sur les salons, on te croise souvent, et en plus de l'avoir inventé, tu as la chance d'avoir vu ton jeu édité, parce qu'il a été pris par Fertigames, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est un jeu que je présente dans des salons, dans des festivals de jeux depuis à peu près 3 ans. Qui a été créé juste en s'amusant autour d'un barbecue avec un ami, dans l'idée de créer un jeu en bois en fait à partir du pastrap, qui est un jeu où il y a 2 élastiques l'un en face de l'autre, et puis on doit se passer des palets d'un côté à l'autre. Puis on s'est dit qu'on voulait améliorer un peu cette idée en rendant l'élastique orientable. Et puis aussi, comme on est des fans de jeux d'adresse, de pétanque, de molki, finalement à la fin on en est arrivé à mettre un molki en gros sur une table, et puis créer une arbalète autour de ça. Voilà. Et dans un premier temps, on l'a montré juste comme ça, un événement. Puis il y a une personne qui était intéressée, une ludothèque. Et puis une deuxième personne, on a eu la chance de croiser Philippe Despalières et Tom Warchef qui tout de suite ont tripé dessus et qui en voulaient indirectement. Donc j'en ai fabriqué une dizaine comme ça dans mon garage. Et puis après, au fur et à mesure, il y a eu des commandes dont j'étais très très étonné, mais finalement qui montrent a priori que le jeu a l'air plutôt sympa. Et donc j'ai travaillé après avec un chantier d'insertion. Ça aussi c'est une super aventure humaine avec eux, puisqu'il y avait trop de commandes. Je suis pas ébéniste, et travailler avec un chantier d'insertion qui bosse autour du bois, c'était plutôt génial comme idée. Et on a continué à en fabriquer ensemble. Moi j'ai continué à les finir, et puis au fur et à mesure il s'est développé comme ça. Voilà, il y en a à peu près 200 maintenant qui existent en France. Il y en a 2 en Finlande, ça c'est génial, quoi. Ouais, il y en a en Suisse, il y en a une dizaine en Belgique, grâce à des fans du jeu. Il y en a en Allemagne aussi, et puis comme tu dis, maintenant ça a été génial aussi. Depuis novembre-décembre, je discute avec Cédric Huet qui du coup est Ferti en fait. Ouais, j'allais te demander comment t'avais rencontré Ferti justement. Alors, moi au tout début de l'aventure, j'avais contacté comme ça, mais sans y croire, et n'ayant pas eu de nouvelles, j'ai pas prolongé le truc. J'ai continué mon aventure artisanale parce que c'était aussi l'occasion de super rencontres, de rencontrer des auteurs de jeux, de vous rencontrer, de rencontrer des ludes et des plumes. C'était principalement ça mon intérêt d'ailleurs. Ouais, je sais qu'au départ, tu avais tout fait pour ça. Ouais. Il y en a beaucoup qui essayent de faire la même chose, qui rentrent dans le monde du jeu par ce biais-là. Mais peu réussissent. Et du coup, c'est lui qui m'a contacté, Cédric qui m'a contacté en novembre, en me disant qu'il trouvait l'idée super et puis que ça l'intéressait de voyager avec cette idée-là.
Quand il m'a dit ça, j'étais toute chose, hein, parce que en fait, j'adore Ferti. Enfin, j'aime bien leur jeu, j'adore leur jeu. C'est le Pastrap, c'est le Croquinole, qui est un jeu canadien, qui est super chouette. C'est le Tumble Dice aussi, puis d'autres. Pitchcar. Ouais, voilà, Pitchcar. C'est du beau matériel, quoi, en plus. Comment ? C'est du beau matériel. Exactement, c'est ça aussi. C'est du beau matos, c'est des mecs qui bossent à côté de Bordeaux, je crois à Mérignac, et puis qui travaillent eux-mêmes leur bois en essayant évidemment de rendre rentable un peu les choses, mais en gardant un bois sympathique et preuve tous les échanges que j'ai pu avoir avec eux. Avec Cédric entre autres, hein, tous les échanges sur les changements un petit peu du jeu, sur la possibilité de garder de la qualité aussi, ils voulaient vraiment ça, et ça m'intéressait. Et déjà on est parti d'abord là-dessus, et puis après au fur et à mesure on a essayé de voir ce qui pouvait être viable aussi, hein, pour pouvoir être ensuite vendu à grande échelle. Et à grande échelle, ça va être distribué dans les boutiques spécialisées un peu partout ? Eh ben oui, tout à fait, et principalement un sortilège de Vannes. Oui, non, mais je pense en commander, j'ai testé à Cannes, donc j'ai bien aimé. On compte en envoyer une centaine là-bas, si... Ouais, mais alors au niveau du... On va voir d'ici 2 semaines. Ouais, faut qu'on en discute, mais bon, pourquoi pas. Non, tu vas voir, ça va partir rapidement, t'inquiète. Ouais, ça va, c'est surtout au niveau de la place, parce qu'au niveau de la réserve, faut pousser un peu les murs, là. Ouais, les dimensions du jeu d'un tel jeu, c'est quoi à peu près ? Okay. C'est bien d'avoir ça, t'as raison. Alors c'est un assez grand jeu, mais qui reste assez arrangé. Les dimensions, c'est à peu près, alors c'est moins de 120 cm, c'est 120 par 40. Là, il va changer un petit peu avec Ferti, ça va être plutôt du 45 cm de plateau et du 100, 116, 118 en longueur, parce qu'il faut que ça rentre dans des cartons. Mmh. Et c'est assez fin comme jeu. Voilà, en gros. Vous avez abandonné la version gonflable ? La version montable, alors on a la version démontable, mais on n'arrive pas à la remonter, donc on la met finalement juste en une phase. Toute la partie de discussion avec Ferti, ça a pris combien de temps à partir du moment où vous vous êtes remis en contact jusqu'à la sortie du jeu ? Alors la sortie du jeu, alors là c'est en exclusivité totale, aura lieu en juillet peut-être, enfin non, plutôt en début d'été, on voyait ça, alors j'espère que ça puisse se faire comme ça. Donc de novembre, depuis novembre on a déjà beaucoup discuté pour voir si on était en lien un peu sur ce que chacun en voulait, et j'ai vraiment été étonné et super intéressé parce que j'ai passé du temps, on est resté des fois une demi-heure au téléphone et Cédric était très très à l'écoute de ce que je lui proposais, de ce qu'il pouvait me proposer aussi en expliquant évidemment on est dans des marchés différents entre l'artisanat et puis quelque chose de plus important. Et puis vraiment avec l'idée de rester sur quelque chose de joli et de jouable. Moi la jouabilité c'était un truc, il fallait que ça reste au moins aussi jouable que ce que je fais et puis aussi joli parce que j'ai envie de les présenter en fait ces jeux-là. Et ça va être le cas. Et maintenant que tu es parti, donc que Ferti a pris la suite, on va dire que la fabrication, le lancement est fait et que le jeu va sortir, ça te libère du temps par rapport à ce jeu-là. Est-ce que tu as d'autres choses en prévision ? Alors, je pense m'acheter 2 ou 3 yachts déjà, ça c'est la première. Et puis... grâce aux 200 que tu vas vendre à Vannes. On avait dit 100, pas 200, attention. Merci bien encore. Et puis autrement, ça va m'ouvrir du temps parce que c'était encore une fois très très chouette, mais finalement je me rends compte que c'était un peu chronophage aussi, ça prend beaucoup de temps. Donc ça donne envie de créer d'autres choses. Moi je vais continuer avec d'autres créations de jeux en bois qui sont des jeux en bois que je fais avec une association que j'ai montée, Jeux d'Étal. Ce sont des jeux en bois faits à base de récup, donc certaines qui sont des reproductions et d'autres des créations. Donc je vais continuer à animer dans les festivals. Et puis c'est vrai qu'une fois qu'un jeu est édité, ça donne envie de pouvoir en éditer un deuxième. Donc je réfléchis à d'autres. J'ai 5-6 autres protos chez moi que je teste, etc. Je vais essayer de passer à quelque chose de plus petit peut-être. Pour pouvoir en emmener plus ou plus facilement. Oui, voilà, ouais. Mais oui, mais ça a un coût de toute façon, parce que vu la taille du jeu, j'imagine que... Enfin voilà, c'est quoi le prix après pour le public ? Alors, ça, je sais pas encore. Moi, jusque-là, en artisan, je les vendais à 110 €,
vu la qualité, n'était pas si cher que ça, mais reste quand même un prix relativement cher pour chaque individu. Donc c'était généralement des jeux qui s'achetaient pour des cadeaux, des anniversaires, d'autres choses comme ça. Là j'imagine qu'avec Ferti, il sera à moins de 100 €. Hein, et puis voilà, mais c'est un grand jeu, donc qui demande, et on reste sur une qualité qui est certaine, et du coup ça sera quand même un petit investissement, mais par rapport au jeu c'est très léger. Oui, et puis je crois qu'il faut pas avoir peur du prix, hein. Tu sais, il y a déjà plein d'autres jeux qui sont dans ces gammes-là et qui sont pas forcément aussi bien. Exactement. Tout à fait, Yann. Merci beaucoup en tout cas à toi, Patrick. On sait qu'on va retomber sur toi dans un salon, dans un festival dans le coin, et que si jamais il y aura toujours un billard finlandais qui va traîner, et que au pire il y aura toujours un nouveau proto à venir tester. Exactement. Et par contre, vous êtes exclu de jouer la prochaine fois, hein, parce que si c'est pour jouer contre des gamins de 8 ans et les impressionner pour essayer de gagner le jeu Clask... Ça n'empêche que ça a marché parce qu'on a gagné. Ouais. C'est vrai. Bravo à vous. Merci. Merci à vous. Merci, à bientôt. Ciao. Donc effectivement, vous avez eu la chance peut-être de tester le billard finlandais sur des salons. Et si vous l'avez pas eu, il faut à tout prix y aller. Et si vous avez je fais dérouiller, mais c'était excellent. Non, mais c'est ça. Si vous avez l'occasion, c'est vraiment un jeu fun. Le principe de l'arbalète pour lancer son palais, ça permet vraiment d'orienter comme on veut. Ça permet de faire des lobes. Ça permet tout type d'approche sur un jeu de lancer. Tu vois le jeu, de toute façon, t'as compris comment ça joue déjà à peu près. Voilà. Après, juste si t'as jamais vu de molki, faut qu'on t'explique que tu fais tomber une quille, ça te fait le nombre de points sur la quille. Tu fais tomber plusieurs quilles, ça te fait tomber. T'as le nombre de points de quilles tombées. Du nombre de quilles tombées. Ouais. Après, il y a deux petites variantes par rapport au règle du molki. Genre, quand on arrive à 50, on retourne à 25. Quoique, peut-être que c'est vrai du molki aussi. Voilà. Je sais qu'il va y avoir des variantes par rapport à Ferti sur ce qui vont sortir. Patrick nous avait dit il va y avoir des zones, des choses, des nouvelles zones d'engagement, des choses de quilles. Il y avait ça, il me semblait. Il parlait de zones à Cannes. Donc ça c'est en cours. En tout cas, si vous avez l'occasion, jetez-vous dessus pour le tester. Et puis cet été, ça fera partie, à mon sens, des jeux d'apéro, des jeux à sortir quand il fait beau, avec le barbecue. Bière à côté, je pense à mon avis. Non mais c'est ça, il faut sortir l'arbalète, et je pense que c'est le type de jeu qui va s'y prêter grandement. L'été est plutôt bien vu pour ça. En tout cas, on lui souhaite. Nous c'est ce qu'on aime en tout cas. Ouais, exactement. Ouais. Donc on est bien content de savoir qu'il a créé son jeu grâce à Exégèse, puis même si c'est pas tout à fait vrai, ça nous permet de rebondir et de revenir vers vous. Donc c'est une transition toute trouvée, puisqu'effectivement il faut continuer d'en parler, puisqu'il reste 2 semaines pour le Kickstarter, pour pouvoir le finaliser. Si jamais vous n'atteigniez pas la somme, est-ce que vous essaieriez quand même de continuer, d'aller au bout, ou est-ce que vous vous êtes fixé en palier en disant ça fait 3 ans qu'on le porte et... la question piège. Le gloops. Je suis un poisson. Si, clairement, on se l'est posé plusieurs fois, et on a changé d'avis quelques fois, et j'imagine que ça doit être délicat. En fait, ça dépendra principalement de comment ça finit. Bon, pour le moment, on essaye de se dire que ça va marcher. Oui, bien sûr. Tout simplement. Mais effectivement, ça dépend de comment ça finit. Si ça finit vraiment de justesse, le mieux c'est de le relancer clairement, parce que la pub qu'on a faite là est vraiment, vraiment très importante. On a rencontré énormément de gens, on s'est fait plein de contacts, et effectivement il y a des discussions aussi bien avec des partenaires qu'avec des testeurs et des youtubeurs qui nous ont donné comme retour que le jeu était très intéressant et qui voulaient nous aider, mais on pense qu'il y a pas mal de ces propositions qui ne pourront se concrétiser qu'après le Kickstarter. Donc effectivement, si jamais ça ne passait pas comme ça, juste par le bouche à oreille qu'on va pouvoir générer sur ces dernières semaines, effectivement, je pense qu'on aura une bien plus grande facilité si on relance un Kickstarter juste derrière, en fait. Le choix du Kickstarter, ça s'est imposé. En fait, les cartes sont toutes en images, et du coup on peut on avait juste à traduire le livret et pas faire une double impression de cartes, et comme Jean-Pierre est bilingue, trilingue même, ça s'est
retrouvé assez naturellement faisable et possible. Donc du coup, Kickstarter nous semblait plus atteignable et plus facile d'accès que Ulule, qui cible quand même plus Europe et voire même plus franco-français, ou du moins francophone. Donc là, Kickstarter pour vraiment cibler large. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est un peu compliqué. Il faut avoir je sais pas. Je crois qu'il y a un problème, un truc d'être aux États-Unis, non? Avoir une entreprise aux États-Unis. Alors, ça n'y est plus. En fait, à la base, oui, il fallait. Alors, si je me rappelle bien, il fallait avoir un pied-à-terre aux États-Unis, donc soit un ami ou une adresse pour pouvoir recevoir les choses là-bas. Alors, du coup, c'était un petit peu le bricolage. Ouais, moi, j'avais envoyé mon chien, mais ça marche pas. Mais là, maintenant, effectivement, c'est ouvert. C'est ouvert aussi aux pays européens. La dernière difficulté en fait qui reste, c'est que le site en soi n'implémente pas l'aspect bilingue, et ce qui fait que du coup on a dû faire une redirection. On l'a fait en anglais bien sûr parce que c'est principalement les anglais les anglophones qui vont aller dessus, mais on a fait aussi tout en haut du Kickstarter une bannière avec un gros écrit traduction française, et si on clique dessus, ça nous ramène sur notre site Exégèse dans lequel on a la traduction des explications, des paliers et tout ça. On nous a dit que ça se faisait déjà sur quelques autres projets et que ça avait très bien marché, et puis ça se passe plutôt bien aussi pour nous du coup à ce niveau-là. Et c'est un gros travail du coup de suivre un financement participatif. Oui. Bien plus grand qu'on se l'imaginait en fait. Ouais, complètement. Ouais, clairement. Et oui, toi aussi tu peux en parler. Ma campagne justement. Tu as fini. Alors, c'est passé. Elle a été validée. Ça s'est passé. Donc merci en tout cas ceux qui écoutent. Merci d'avoir participé. Merci surtout à Déluder des Plumes qui ont participé aussi. Donc j'ai fait aussi une campagne. C'est pour aménager, pour rendre surtout ma salle accessible aux personnes handicapées et isolées. Donc faire des tables sur mesure et tout ce qui s'ensuit. Enfin vraiment élargir les portes, faire venir un ébéniste local, donc faire travailler des gens du coin. Et vraiment leur rendre accessible à tout le monde, parce que pour moi le jeu c'est très important, et je pourrais avoir une dérogation par la mairie pour la porte d'entrée, j'ai pas envie. Je veux vraiment que tout le monde puisse accéder à mon magasin et puisse s'amuser. Et si je peux me permettre, au niveau de la campagne, ça demande énormément de temps, et ça s'est joué pareil, ça s'est joué vraiment sur la fin. J'ai réussi à récolter 3200 € pratiquement. Faut matraquer, faut les relancer, les personnes qui ont dit qu'ils participaient, etc. Je suis désolé, mais il faut vraiment les matraquer. Il faut pas les lâcher, faut les pister, les suivre jusqu'à chez eux et les menacer des fois. Ou alors il faut avoir Nagui à la télé. Ouais, ça marche bien aussi. Non mais clairement, faut vraiment relancer, insister, parce que les gens ils oublient. Et en moyenne, c'est entre 3 et 5 fois la même personne. Et tous les jours, j'ai fait la fois. À la fin, j'étais tous les jours. Et c'est peut-être là la difficulté justement pour vous, c'est que vous êtes en même temps sur le suivi du Kickstarter, qui demande du temps, sur la fin de la com, donc qui demande du temps aussi, parce que vous devez vous déplacer, vous devez être présent sur, comme tu dis, sur les salons, voir les gens, leur faire découvrir le jeu, vous allez dans les boutiques, à la radio, partout, et en même temps il faut suivre sur internet l'avancée, relancer. C'est un travail de ouf. Si vous voulez répondre à ceux à la communauté qui a déjà qui s'engage dans votre jeu. Et en même temps, on s'est lancé le petit défi en plus, comme si ça suffisait pas, de faire une vidéo par semaine d'un jeu créé avec Exégèse. Donc toutes les semaines, faut qu'on tourne et monte une nouvelle vidéo. C'est vrai, mais tu m'avais dit que tu avais une maladie aussi qui faisait que tu dormais pas. Donc ça peut aider. C'est ça. Parce que ça fait 2 ans qu'il dort de temps en temps. Il rattrapera plus tard. Ça y est, c'est bon. Voilà, je me sens mieux. Mais parce que oui, 2, ça semble hallucinant. Vous arrivez quand même à gérer tout ça. Comment vous répartissez un peu les tâches ? Alors au niveau des assos, des visites des assos, conventions et bars à jeux et tout ça, c'est un petit peu sur la localisation. Alors, tout ce qui est un peu dans le sud, Toulouse, Agen, Carcassonne, ça j'essaye de le faire. On se doute que c'est plus facile. Voilà. Vas-y, descends, moi je vais monter. Et du coup, Paris, Boulogne, Massy, Orsay, c'est plutôt pour moi. Et dès qu'il y a un event un petit peu plus important, on essaye de se réunir, pour être présent à 2, voilà. Ou aussi principalement justement dans les gros events de com comme là aujourd'hui, où on nous demande notre avis, et on un petit peu ce qu'on pense et pourquoi on a fait ça, tout ça. On aime bien être à 2 aussi. Après, Nicolas gère principalement le montage vidéo, tout ça. Moi, je suis plus sur la traduction, du coup, que ce soit du site, du Kickstarter, sous-titrage de vidéo, ce genre de trucs. Le site, justement, pour la gestion du site, qui s'en occupe, c'est à 2 ? Oui, à 2, ouais. C'est ça. On essaye de le mettre à jour le mieux possible, autant que le Facebook. Du coup, ça fait pas mal de coups de fil, j'imagine, entre vous, ou du Skype, vous devez communiquer aussi vachement. Tous les jours. Tous les jours, ouais.
Ouais, C'est il ça. vaut mieux bien s'entendre. C'est ça. clairement. Et justement, il faut qu'on fasse bien attention à pas faire des doublons et ce genre de trucs. Du coup, il y a beaucoup de gestion d'organisation à ce niveau-là. Si vous y arrivez, tant mieux, parce que non, mais on l'a dit, c'est quand même un gros travail, un gros challenge. Après, on a de l'aide à la maison aussi un peu. Oui, vous êtes accompagné aussi. Oui. Bah, j'imagine qu'il vaut mieux être suivi quand tu te lances dans ce genre de projet. Ouais. Il y a une équipe derrière vous, en fait, finalement. Voilà, en fait, on est une cinquantaine et on C'est fait ça. ça parce que deux. Ouais, c'est ça. Et comme On c'est fait des les Chinois et warriors, qu'on les tout ça, paye mais, pas, on peut pas le dire. Oui, voilà. C'est pour ça le site en fait est en train de se mettre à jour là en ce moment alors qu'on est en train de parler, donc c'est vrai qu'on va peut-être se faire repérer sur ce coup-là. Mais sur le après, sur le devenir, une fois que le financement sera validé, est-ce que vous savez déjà comment vous allez aussi vous répartir les tâches? Parce que je pense que ça va être une autre charge de travail qui va arriver, qui va vous incomber entre la répartition des jeux, répondre à tout le monde, tout ça. Vous y avez pensé aussi à tout ça ou? Bah, là, en fait, déjà, ce qui va être beaucoup plus facile, c'est que je redéménage dans le sud. Donc, ça va être déjà beaucoup plus simple pour les interactions. On va pouvoir se retrouver. Sauf pour les associations parisiennes. Certes, mais mais je pense que pour votre boulot ensemble, pour la gestion ça va être d'après vachement... Kickstart, en tout cas pour ce qui est de la gestion, de l'envoi de tous les colis et le reste. C'est prévu pour quand d'ailleurs ça? Une livraison pour octobre. D'accord, donc là, il n'y aura pas très long à attendre. Voilà. Ouais. Vous aviez monté le projet, avant que tu déménages, en fait. Vous étiez déjà tous les deux dans le sud. Après, tu as dû bouger et tu reviens ou... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord, donc oui, le truc, c'est que a quand même été lancé. Vous aviez l'idée globale que vous avez gardée tout du long. Et donc, vous avez quand même la vision pour après sur quoi en faire, quoi. Oui. Complètement. Après, dans les projets futurs, là, on aurait quelques petits projets de concours, par exemple, avec des écoles, avec des MJC. L'idée, ce serait de faire un concours de jeu, tout simplement, avec exégèse, évidemment. Le lot, un paquet d'exégèse pour chacun des gagnants. Et normalement, ça devrait se lancer du coup après le Kickstarter. D'accord. Tout simplement pour permettre à tous les jeunes et moins jeunes et plus vieux de développer leur créativité et d'avoir accès au... Moi, ça me rappelle un petit peu la dernière émission qu'on a faite, où on a invité des enseignants qui créaient des jeux avec leurs élèves. Oui. Donc on est tout à fait dans le thème. On est tout à fait dans l'outil, dans le jeu adaptable. Qui peut intéresser aussi peut-être des enseignants finalement. Bien sûr, alors. D'ailleurs dans 2 semaines, je vais dans une école à Bure-sur-Yvette. Où on va du coup créer un jeu. Ils étaient déjà à vouloir créer un jeu et on va faire une... Quelle classe? Je saurais pas... primaire, au collège, primaire. Ça sera une première expérience avec des scolaires? Non, c'est pas la première expérience avec les scolaires. non, j'ai déjà fait jouer des 5-7 ans. Alors là, par contre, il faut un animateur qui soit là pour cadrer et pour ramener les élèves, parce que bien sûr. Pas, je pense que ça doit se disperser un peu. Trop jeune et ça se disperse. Mais ça a fonctionné. Ils avaient fait un jeu qui leur avait plu. Et j'ai déjà fait aussi avec des un peu plus vieux et des ados aussi, ça avait plutôt bien marché. Et est-ce que, comme on a compris qu'avec le jeu, on crée d'autres jeux, un jeu, enfin là on a utilisé tout à l'heure le jeu pour faire symboliser les dés et tout, mais est-ce que vous avez connaissance de gens qui ont inventé des jeux, qui jouent avec des dés, des cartes, et qui rejouent à leur jeu avec un vrai jeu de cartes ou avec des dés En fait, pour le moment, il n'y a pas tant de protos que ça qui sont dans la circulation. Du coup, je ne pense pas. Si, tu en as... Moi, j'ai juste hier, on a fait un jeu de cartes où... alors, attends, c'était quoi exactement les règles de mémoire? C'était le jeu du roi.
le roi et les valets, où on partait effectivement seulement sur les cartes. Et l'idée, c'est qu'on avait... est-ce que tu peux m'aider? Parce que là, je les ai pas toutes. Alors, le jeu du roi, en fait, c'est un jeu dans lequel tous les joueurs, sauf un, essayent de destituer le roi, de prendre sa place. Le roi étant bien plus fort que les autres, il a une valeur d'attaque plus importante, une valeur de défense plus importante et plus de vie. Et donc en fait, le truc c'est qu'il faut se mettre à plusieurs pour le vaincre. Le truc c'est qu'une seule personne peut devenir roi. Ce qui fait qu'au début il vaut mieux être ensemble pour l'affaiblir, mais quand on sent que le roi est déclinant, là on commence à se dire qu'il faut écarter ses anciens alliés. Et donc c'est du coop mais pas jusqu'au bout. Voilà, c'est du semi-coop. Et effectivement, en fin de jeu, la première chose qu'il a dite, c'est super, je vais pouvoir le refaire à la maison avec les cartes. Effectivement, c'est vrai que maintenant que j'y repense, j'ai des assos sur Toulouse. Quelques fois sur les assos sur Toulouse et aussi à la convention Grabuge, on m'a renvoyé un mail derrière me demandant en fait de mettre les règles au propre du jeu qu'on avait joué sur la convention pour que je puisse l'envoyer, soit pour qu'ils puissent le jouer. Et certains m'ont même proposé de reprendre le jeu qu'ils ont fait et de le tester dans notre convention. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est clair. Oui, rien n'est plus convaincant en fait que une démonstration de jeu qui n'est pas faite par l'auteur justement, puisque c'est pas l'auteur, il y a pas vraiment d'intérêt à faire semblant que c'est bien. Voilà. Donc si c'est vraiment un joueur qui présente le jeu, un joueur convaincu, et qui n'est pas payé. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est mieux. L'auteur non plus. Oui, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, oui. D'accord, on va revenir vers vous tout à l'heure à nouveau, encore pour la troisième partie de l'interview et continuer à parler d'exégèse, le jeu qui sert à créer des jeux. Là, on va passer à la rubrique en bref. La rubrique en bref, c'est la rubrique où on présente plein de petits jeux qui sont pas assez importants pour avoir une grosse chronique, mais qui sont quand même bien, et donc on en parle. Et souvent dans la rubrique en bref, comme dans les jeux qu'on fait au début de l'émission, on a la chance d'avoir un partenaire qui nous donne ces jeux pour qu'on puisse vous les présenter. Et on n'a pas pu le présenter au début parce qu'on a joué à Exégèse, mais pour la rubrique en bref, on vous présente le Temple du jeu. En 2016, ils étaient faits pour se rencontrer. Le Temple du jeu à Rennes, 10 ans d'expérience dans le domaine ludique, devient le partenaire de Deludes et les Plumes pour sa 5e saison. Cette année, on joue à l'antenne grâce au Temple du jeu, 2 boutiques à Rennes spécialisées jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, jeux enfants, jeux de société. Je n'en crois pas mes oreilles, ça suffit, c'est trop. Le Temple du jeu, 2 adresses à Rennes. 14 et 26-28 rue Capitaine Dreyfus, métro Place de la République. Mais aussi 6 boutiques dans le Grand Ouest et par internet www.letempledujeu.fr. Alors, on dit merci qui? Merci le Temple du jeu à Rennes. Pour sa 5e saison, Deludes et les Plumes fait confiance au Temple du jeu à Rennes pour ses parties en direct à l'antenne. Bonjour, je suis Deludes. Salut, je suis Desplumes et nous approuvons ce message. Oui, nous approuvons ce message et nous vous présentons les jeux de la rubrique en bref. Moi, je vais commencer par un jeu qui s'appelle Looters. Looters, c'est un jeu qui est sorti là il y a quelques mois, un mois il me semble, un mois et demi, donc de 2017. Un jeu de Felbarros Marco Portugal, illustré par Yvan Frère, qui est édité par Edge et distribué par Asmodée pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties rapides d'une vingtaine de minutes. Le pitch est simple, en fait. Le dragon en avait marre de surveiller son trésor puisque il avait oxy tous les chevaliers, tous les combattants. Il se faisait un petit peu chier dans sa tour. Il décide de partir et puis c'est au moment où il se barre que tout le monde se dit chouette, il y a un trésor. Donc tous les autres sbires, on va dire, du château décident de se partager la thune. Donc les looters, comme on les appelle, ceux qui vont chercher du loot, décident de venir. Donc à partir de là, on a une grosse pioche, une pioche commune. On va piocher des cartes et puis on va essayer de les jouer, de les faire comboter entre elles. Donc voilà, le tour de jeu est très simple puisqu'on commence par recruter. Donc recruter, c'est-à-dire on pose une carte de sa main ou on pioche une nouvelle carte. Ensuite, on fait l'action. Les cartes, c'est marqué soit recrutement, donc au moment où on la pose, soit au moment où elle meurt, soit au moment où... c'est marqué sur la carte, à quel moment on fait l'action. On refait une deuxième phase de recrutement. On peut soit reposer une carte ou en repiocher une. Et puis ensuite, si on a trop de cartes sur la table, parce qu'on ne peut pas en avoir plus que 3, ou trop de cartes en main, on se défausse des cartes restantes.
L'adversaire fait la même chose, et puis voilà, plus on est nombreux, plus c'est le bazar, parce que toutes les cartes vont comboter entre elles, toutes les cartes vont s'affronter, toutes les cartes vont pouvoir s'éliminer, parce qu'effectivement, l'intérêt c'est que nos cartes vont être plus ou moins fortes, et qu'on va pouvoir soit chercher des trésors avec, soit aller combattre les adversaires. Donc Looters, un petit jeu plutôt pas mal, parce qu'il y a une soixantaine de cartes, les cartes sont visibles que 2 fois, ça fait une trentaine de personnages différents qui vont comboter. Je vous le conseille, c'est bien fun, c'est bien fandard, et c'est vraiment pas prise de tête, il n'y a qu'à lire les cartes. C'est rigolo la boîte en plus. Ouais, non, mais vraiment il est fandard. À toi Yann. Et ben moi je vais vous parler de Klask. Klask, c'est un jeu en bois en fait, encore une fois. Donc là on ne l'a pas, donc on ne va pas le présenter à la caméra. Mais donc voilà, on a un plateau en bois avec un petit bitonio avec un aimant que l'on va placer par en dessous, et donc on va bouger notre petit bout de pion sur le dessus, et là on va jouer à une sorte de jeu de ball-trap, de baby-foot, de flipper, où il va falloir marquer des buts dans le petit rond en face à l'adversaire. Alors c'est baby-foot si c'est des buts. Ouais, alors baby-foot, ouais, non, c'est pas vraiment du baby-foot non plus, mais oui, ça ressemble un petit peu à... Du air hockey. Ouais, voilà, ouais, peut-être plus du air hockey un petit peu, ouais, dans l'idée, c'est plutôt ça. Et donc là, avec une petite boule, il va falloir l'envoyer dans le but adverse, là on marque un point, ou alors il y a des petits aimants aussi qui sont des pièges finalement, donc on va pouvoir s'amuser à les envoyer avec la boule jaune, on peut s'amuser à les envoyer dans le camp de l'adversaire pour qu'elle se colle sur son joueur. Ah, et qu'elle l'embête. Et là, du coup, si t'as 2 pions blancs qui se collent sur ton joueur, ça fait encore 1 point pour toi, et ou pour l'adversaire, suivant qui s'est fait coller les pions, forcément. Et si tu perds ton petit bonhomme parce que t'as joué un peu trop violemment, et tu repères un point, et qui tombe, ou si tu le rentres dans ton but, et qu'il rentre dans son but par inadvertance, tu reprends encore un point dans ta face. Donc c'est vraiment tout ça. C'est un jeu où tu perds plus de points finalement. Alors il y a plusieurs façons de perdre des points en tout cas, ou de gagner des points, mais il y a plus de façons d'en perdre que d'en gagner. Tout à fait, c'est ça. Donc c'est plutôt un jeu de maîtrise, d'adresse, un petit jeu bien sympa qui joue à 2 en 1 contre 1, et c'est vraiment très fun. Moi je le conseille, et voilà, depuis une semaine il tourne tous les jours parce qu'il est posé sur la table. Il sert de déco aussi. Donc Klask, qui est édité chez Gigamic. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui est un peu plus ancien, puisqu'il date de 2006. Celui-là, il a carrément 11 ans. Un jeu de Bruno Catala. Ouais, on en parle souvent dans l'émission, mais il a fait beaucoup de jeux. De Ludovic Maublanc aussi, qu'on a pu voir lui dans Cash and Guns, Die Star ou Pocket Madness. Illustré par Au Hasard. Voilà. Édité par Eclipse. Alors, je ne sais pas si ça existe encore. Je ne suis pas sûr, mais si vous tombez sur le jeu comme moi, en vide-grenier, jetez-vous dessus. C'est un petit jeu très fun qui s'appelle Paparazzi, pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans, pour des parties très très rapides. Dedans, c'est simple. On va incarner des people qui partent qui font un bain de minuit, pardon. Voilà, c'est plus tout public, on va dire, people qui font un bain de minuit et qui se font surprendre par des journalistes alors qu'ils sont tout nus, en maillot de bain, si on veut. Et il va falloir récupérer ces vêtements le plus vite possible. Les vêtements sont tous mis au centre de la table. Là c'est facile. Sauf que, non, parce que c'est un jeu qui se joue dans le noir. Et seul l'indicateur du vêtement est fluo. C'est-à-dire qu'on va avoir en fluo un pantalon ou un chapeau ou des chaussures, et donc il faut essayer de se souvenir où était posée notre carte, parce que c'est ces chaussures là qu'il faut, parce que si quand on rallume la lumière, si quelqu'un pense avoir tous ses vêtements, on est habillé avec la robe de la reine, on n'a pas l'air d'un con face à la photo du photographe. Donc un petit jeu de mémoire, de rapidité, où on peut se faire des coups foireux parce qu'on prend des cartes, on les retourne, on les bouge, forcément dès que les mains se jettent, tout bouge, donc voilà, un jeu qui se joue dans le noir, avec des cartes semi-fluo, vraiment Paparazzi, et je vous le conseille, c'est super fun. Et puis dans le noir, personne ne vous entend crier, non c'est pas ça, c'est dans le noir, personne ne voit où vont vos mains. C'est pas ça non plus. C'est pas ça, ça marche bien. Le dernier jeu dont je vais vous parler dans la rubrique En Bref, c'est Paku Paku. Paku Paku, c'est un jeu qui vient de sortir, qui est tout récent. Un jeu d'Antoine Boza. Antoine Boza, on le connaît pour Océanos, Seven Wonders, Anabi, Monsieur Antoine Boza. Qui est édité, ce jeu Paku Paku, par Ravensburger, pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties pareil très rapides de 10 minutes. C'est un jeu de vitesse en simultané. En fait, on lance le dé. Si sur notre dé on obtient le symbole vert, on donne le dé au voisin. Et si c'est un autre symbole, c'est un symbole de vaisselle, on doit empiler la vaisselle. Alors vitesse, mais précision aussi nécessaire.
Alors, est-ce que je vais vite et tant pis, ma vaisselle se casse la gueule, ou est-ce que je prends mon temps pour bien la poser, mais dans ce cas-là, les dés s'accumulent parce qu'on continue de m'en mettre à côté. Donc, il faut que je réussisse à me débarrasser de mes dés tout en réussissant à gérer la pile de vaisselle qui s'entasse. Paku, qui veut dire en japonais le fait de se goinfrer et de s'en mettre plein la panse, d'Antoine Boza chez Ravensburger. Pareil, ça marche très très bien avec tout le monde. Excellent. Ça sort très facilement, ça s'explique en 2-2. Et puis bah voilà. C'est même pas 10 minutes en plus. Du jeu, jeu très rapide à la précision chirurgicale. Moi j'adore. Voilà, ça a été donc la partie en bref. Ça m'a donné envie. C'est les petits jeux, les petits jeux rapides, les petits jeux qui sont super sympas. Paku, Cédric, tu disais ? On peut se faire une partie maintenant si tu veux. Alors non, parce que maintenant Yann il a du boulot parce qu'il doit nous faire un petit retour sur le festival de Fouesnant, le festival Finistère de jeux où on était le week-end passé. Bah oui. Et où on a vu plein de 15 choses. et 16 avril, un petit festival qui a tout d'un grand en fait finalement. C'était Finistère de jeux à Fouesnant. Donc bah voilà, on arrive déjà. Première chose, le cadre, l'accueil, c'est très sympa. Il y a des machines qui transforment les jeux en jeux géants surdimensionnés. Il y a un hall de gare fuchsia qui est là pour habiller le coin restauration, le coin bar, où ils font des crêpes délicieuses aussi là-bas. Donc je pense que c'est comme à Brest. À mon avis, la qualité c'est à peu près la même. Ouais, bah, c'est pas très loin. Non. Ils utilisent la même farine, donc je pense que tout le monde va s'y retrouver. Ils doivent avoir les mêmes réseaux. Et donc on est arrivé dans ce petit festival et déjà en arrivant il y avait quelque chose de très rigolo parce qu'il avait le principe de mettre en rapport des parrains avec des auteurs de jeux aguerris, reconnus, on va dire, édités, avec de jeunes auteurs. Vraiment bien. Et voilà, d'ailleurs Louis, tu referas un petit retour tout à l'heure parce que je pense que tu as des choses à nous raconter là-dessus aussi. Et donc ce système de parrainage s'est mis en place grâce à un petit jeu. Donc les jeunes auteurs sont arrivés, on leur a donné une clé et il a fallu aller à la découverte de son parrain en essayant les différents cadenas qui étaient accrochés aux différents auteurs. Donc ça a donné lieu à quelques, je pense, rigolades et bousculades, mais nous, étant arrivés à la fin, Louis a pu trouver son parrain du premier coup quand même. Quand il n'y a plus qu'une clé et qu'un cadenas, si on se gourre, c'est qu'on le fait exprès. Donc après, j'ai essayé, mais ça marchait pas. Et donc après, on y a découvert des prototypes. Dès le premier soir, on a joint un proto qui était une course de lévrier. Donc ça, c'est un jeu de Jonathan Pionnier. Et comment tu dis Underground. Et qui était très sympa, qui nous a bien mis dans l'ambiance déjà pour débuter le festival. Ensuite, on est rentré, on a été logé à l'internat du lycée du coin, qui est d'ailleurs fort sympathique et agréable. Et là, on avait envie de jouer, et donc on a joué à Péloponnèse. Péloponnèse, un super jeu aussi, c'était une belle découverte qui nous a été présentée par, comment il s'appelle, Nico. Oui. Voilà. De Sweet Games. Tout à fait, c'est ça, Sweet Game, Nico de Sweet Games. Donc après, cette journée-là, on a pu, le lendemain, commencer vraiment les hostilités. Donc là, c'était l'ouverture du festival. Et parce que ça, tout ce que tu dis, quand on est arrivé, c'est le vendredi, c'est au off en fait. C'est ça, là c'était le off. Et donc là, après l'ouverture des portes, du coup, il y a eu vraiment du beau monde pour accueillir tous les invités. Alors les invités, il y en a eu 2450. 2450, il y en a qui vont dire que... Je dirais mon anniversaire. Ouais, à peu près. On va dire, c'est un score tout à fait honorable. C'est un score tout à fait honorable. Plutôt, ouais. Voilà. Et surtout qu'on y voit la qualité, quoi, c'est clair. Et donc, pour les accueillir, il y avait Henri Carmarek, Jean-Louis Roubira, Roberto Fraga, Bruno Catala, Rémi Saunier, Wilfried Faure et Rémi Delivorias. Donc ça, c'était les 7 auteurs qui ont permis à faire le parrainage et donc que les invités pouvaient rencontrer aussi au cours du festival. On avait en auteurs en devenir Aurore Jouan, Jonathan Pionnier, Christophe Coite, Éric Jumel, Michael Blément, Pascal Louvion et Louis Weber. Des auteurs qu'on a déjà plus ou moins entendu parler et d'autres qu'on commence à peine à entendre parler mais qu'on va entendre parler pendant très longtemps. Et justement, on a Louis Weber qui est derrière les manettes, qui est à la technique et qui va pouvoir nous expliquer un petit peu ce principe de parrainage et comment tu l'as vécu finalement. Alors, il n'y a pas de table ici. Alors, comme tu disais, quand on arrivait, il y avait en effet des clés qu'on devait essayer sur les cadenas, donc pour savoir qui était le parrain. Et après, le lendemain, ça a donné lieu à des échanges, en apprendre plus sur le monde du jeu, mais dans le fond, plus que la forme, savoir
pas vraiment avoir des échanges concrets, savoir comment on pouvait déclarer ça, l'argent qu'on pouvait toucher, ou comment appeler tel ou tel éditeur, etc. Enfin, comment faire voir son jeu. Toi, t'as parlé à Henri, toi. Ouais, mais c'était pas mon parrain. C'était pas ton parrain, ouais. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu de très bons retours sur mon jeu. J'ai pu tester les jeux des autres auteurs, entre guillemets, en devenir. Et c'était vraiment intéressant parce que ce qu'il y a eu de différent sur ce festival-là comparé à d'autres, c'est que sur ce festival-là, il y avait une sorte de barrière qui s'était cassée. Je vois par exemple aux 24 heures du jeu à Tex, que j'ai fait l'année dernière, il y avait plein de tables à côté des miennes. Et c'était pas, je vais dire, inaccessible, mais presque. On était chacun de notre côté et puis on faisait ce qu'on voulait, mais on n'allait pas forcément nécessairement les uns vers les autres. Il y a un peu de retenue finalement de la part des uns et des autres, un peu de timidité aussi peut-être. Ouais, c'est ça, il doit y avoir de ça, et c'est vrai que à Fouesnant, le fait qu'on soit filleul et parrain déjà sur la même table, ça crée une proximité. Ça brise un peu la glace. Ouais, c'est ça, c'est ouais. vraiment ça. Parce que c'est marrant, parce qu'il y avait des gens, enfin je veux dire, là, du coup, tout le monde a parlé avec tout le monde. Les parrains, les filleuls se sont mélangés, on n'est pas resté, enfin c'est l'impression que j'ai eu, vous n'êtes pas resté exclusif à discuter qu'avec ces gens-là. Et non, pourtant, 24 heures du jeu, tu vois. J'ai testé les autres protos, j'ai discuté avec les autres auteurs. Enfin, il y en a que c'est vrai que je commence à connaître et reconnaître quand je les croise, donc ça aide aussi. Mais oui, on allait plus facilement vers. Ouais, parce qu'il y avait des gens qui étaient déjà présents 24 heures. Roberto Fraga était déjà là 24 heures du jeu. Oui, c'est ça. Là, vous avez réussi à l'aborder alors qu'aux 24 heures, vous n'avez peut-être pas osé. Je sais que Aurore était là aussi avec son proto aux 24 heures. Vous étiez pourtant, les tables n'étaient pas très loin. Henri Kermarek était là aussi juste derrière toi. Et sur ces principe-là, ça s'était pas fait. Enfin, la glace s'était pas forcément rompue. Que là, là, on a senti une osmose vraiment génialissime dans ce coin-là, où tout le monde jouait avec tout le monde testait les jeux de tout le monde. Les auteurs un petit peu plus reconnus attiraient, pas de eux-mêmes, mais les gens venaient vers eux parce que ils voulaient jouer au dernier jeu de Bruno, par exemple. Et puis, ça permettait d'avoir juste à côté Pascal et son proto et d'embrayer et de faire toutes les tables comme ça. Donc souvent ça attirait le chaland et puis ça vous apportait aussi de l'eau à votre moulin, quoi. Mais c'est ça, on était vraiment tous côte à côte, il n'y avait pas de barrière même physique, parce qu'il y a souvent des paravents, des trucs comme ça. Donc là, il y avait rien de tout ça. Donc quand on voyait qu'il y avait personne à notre table et qu'il y avait personne à la table d'un autre auteur, tout de suite on allait discuter avec. Enfin, il y avait vraiment une proximité, quoi. Il y avait aucune barrière. Comme vous dites, c'est vrai que nous, en tant qu'observateurs, on voit bien que ça se parle pas beaucoup entre auteurs dans les festivals. Et là, c'était très surprenant pour nous parce qu'il y avait vraiment une osmose et les groupes s'interchangeaient aussi. Les uns avec les autres, il y avait des passages il n'y a pas eu d'exclus. Non, parce que tu te retrouves finalement à commencer ta discussion en allant manger à table, à le finir en étant à côté d'autres, puis tu entres avec un autre, et puis finalement, voilà, il y a une sorte de cohésion qui se met en place grâce à l'organisation de ce festival. Ça a créé un coin auteur, tout simplement. Et du coup, c'était devenir comme auteur aguerri, mais ça a créé un coin auteur. Tout le monde était auteur. C'est ça. Et si je peux me permettre, j'ai vu, il y a eu le retour par mail des auteurs. Sur Fouesnant, parce qu'ils ont demandé si le parrainage c'était bien, si c'était à refaire ou pas. Et concrètement, tout le monde a dit oui, quoi, que c'était vraiment bien. Donc, même les auteurs aguerris ont joué le jeu et ça ne les a pas dérangés finalement non, du tout. D'être mis en relation comme ça avec des inconnus. J'ai pas vu tous les mails, mais j'en ai vu aucun négatif, en tout cas, ça c'est sûr. Tous ceux qui te concernaient, ils les ont cachés, ils voulaient pas que tu les vois. Je pense. C'est mieux comme ça, je pense. Donc voilà, une très belle idée, une initiative originale et à reprendre, je pense, parce que ça permet de peut-être faire avancer plus vite ces jeunes auteurs et de leur donner plus d'opportunités. Exactement. Rapidement. Alors, en personnalité, il y avait aussi Arnaud de Mag, ouais. C'est ça, qui est l'illustrateur de Sherlock Holmes, entre autres, et qui est aussi un homme de chez Istari. Oui. Et donc on a pu le rencontrer, on a pu discuter avec lui très longuement, qui est un homme charmant et qui a un énorme talent et qui nous a peint
en direct pendant le salon une toile. C'est ça, sur le samedi et le dimanche, il a fait une peinture en direct. Alors, un illustrateur que moi j'apprécie énormément de par son design. C'est vrai qu'on a beaucoup discuté et que c'était très très intéressant. Et puis voir cette peinture prendre vie, partir de rien pour arriver et de le voir travailler en direct, c'est assez impressionnant quand on le voit travailler touche par touche comme ça, c'est quand on voit le résultat qui a été acquis par, on ne dira pas de nom, mais par un auteur de jeu et offert par sa gentille femme. Quel homme chanceux pour son anniversaire. Qui a créé un petit peu de la jalousie. Donc voilà, c'était un endroit où on pouvait vraiment rencontrer plein de personnalités du monde du jeu et aussi les éditeurs comme les grands éditeurs comme Bombix, Gigamic, il y avait Mathieu Despnous de chez Coltech Game, Yellow, enfin tous les grands pratiquement. Et aussi des petits, Zoé Yataka, un tout petit éditeur qui fabrique, ils créent eux-mêmes leurs jeux, ils les éditent aussi, qui sont eux dans la gamme vraiment pour enfants. Donc là-bas, on pouvait y retrouver aussi de l'Escape Room, qui a eu un énorme succès. A priori, au bout de même pas une heure ou une demi-heure, toutes les places ont été réservées pour le week-end. Donc pour dire que ça allait très vite. Il y avait du jeu de rôle. Il y avait aussi des centaines de jeux avec des animateurs qui nous aident, qui nous expliquent le jeu, qui nous facilitent la mise en place. Et ça, c'est un énorme avantage aussi. Il y a eu une tombola qui a créé de l'émotion, beaucoup d'émotions. Des tournois. Plein de tournois de jeux pour les petits, pour les grands. La tombola, le premier prix de la tombola, c'était quand même un Pledge Conan, quoi. Ouais, un Pledge Conan, donc 2 boîtes de je sais pas combien de kilos. Je peux te dire que celui qui l'a gagné, ça il est donnait content. Envie de jouer. Et il y avait un espace pour les plus petits et il y avait surtout beaucoup de bénévoles, je crois au moins 70, pour pouvoir réussir un tel événement. Donc voilà, c'était... Ah oui, et puis faut dire la dernière particularité de ce festival, c'est le prix des élus. Et cette année, donc, il a été remporté par Fourberie, donc, qui est un jeu Bombix, et dont l'illustrateur est Jérémy Fleury. Encore un Catala. Ouais. Encore. Il est partout. Oui, mais là, il y est pour rien, parce que c'est pas lui qui a fait les dessins. Et alors, j'avais envie de citer aussi le deuxième et le troisième, parce que c'était aussi des œuvres qui m'ont bien plu. Donc, pour le deuxième, il y avait Site, qui a été aussi un jeu Kickstarter, je crois, qui est parti de ce monde-là. Et le troisième, c'était Sea of Clouds. Qui mérite tout autant... Coimbra. C'est ça, si j'abuse. C'est Monsieur Coimbra. C'est ça, Miguel Coimbra. Donc voilà, un festival qui était plein d'émotions, plein de voilà, c'était très convivial, c'était très sympathique. Exactement, et c'est dans ce genre de manifestation, on le dira jamais assez, si vous avez l'occasion d'y aller, que vous aurez la chance déjà de rencontrer des gens, parce que le jeu de société, il y a société, c'est une valeur humaine et c'est vraiment de l'échange, et de pouvoir tester des jeux en devenir. Les auteurs ont besoin de vous pour pouvoir affiner, pour pouvoir vous proposer des choses qui soient abouties, que ce soit vous, Jean-Pierre, Nico, sur des jeux comme Exégèse, ou que ça soit tout ce qu'on a vu. Alors, on va dire, moi j'ai fait la liste des protos, parce que j'ai joué quasiment que à du proto quand je vais dans là-bas, mais effectivement, alors il y a des gens qu'on a déjà eu. Je sais qu'il y a Louis qui présentait son proto espionnage, ça on peut le retrouver, on avait fait les interviews sur le site. Cactus, il y a eu Projet Terra Nova, il y a eu Prise de Bec, Under Greyhound, on l'a dit, la course de lévrier, Kulkan aussi, où on sacrifie le bétail, qui devrait lui bientôt sortir peut-être chez Ludonote. On a joué à Gretchen, un jeu de Roberto Fraga et Johan Lemonnier, encore à nouveau en duo dans un univers course de voiture Warhammer 40 000. On a joué un jeu de pêche, qu'on a appelé Aquarium Fighter, mais c'est pas le nom, mais comme il n'y avait pas de nom, il fallait bien lui en trouver un, où on s'est fendu là. Ah ouais, dans mon prêt, un jeu de justement de Wilfried et Marie-Fort qui devrait sortir chez Yellow. On a testé Shaman, c'est un jeu qui se joue avec des osselets. Je veux dire, j'avais pas joué avec des osselets depuis que j'étais gamin, et là on va jouer avec des osselets. Je l'appelais Osselez-vous, invoquer des totems, parce qu'il fallait invoquer des totems. Queen Domino, le standalone qui va arriver bientôt, qui est dans le monde de King Domino, qui pourra fusionner avec celui-là. Gigamic nous a permis de tester Galerapagos qui va venir là à partir de septembre, qui est une refonte un petit peu des naufragés de Figalaga. On a
testé Yogi aussi chez Gigamic, qui va sortir lui courant d'été. On a vu l'extension de Splendor chez les Space Cowboys, une extension. On a pu tester le prologue au prochain Time Stories, des scénarios exclus d'Unlock. Enfin voilà, c'est des jeux. Si vous êtes joueur et si vous avez envie, là, c'est une occasion rêvée de pouvoir faire ce genre de choses, de pouvoir tester du proto, de pouvoir donner votre avis sur un jeu qui va arriver en boutique, et peut-être que quand vous le verrez, vous pourrez vous dire tiens, j'ai participé, j'ai aidé, aussi infime soit-il, à la conception de ce jeu. Les auteurs sont vachement friands de ça, parce qu'on a besoin de ces retours-là. On a besoin d'avoir un maximum de gens qui nous disent ça marche, ça marche pas. Et même j'ai fait déjà plusieurs festivals. À chaque fois, je remodifie mon jeu. Et il y a encore des gens qui arrivent à dire je verrai ça en plus. Et à chaque fois, c'est du petit détail. C'est du pertinent quand même. Mais ça peut être ultra pertinent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'essaye de le montrer au maximum, et que je répète que je le montre le 6 mai à la boutique Sortilège. Ouais. Merci. Et c'est pour ça justement que j'essaye de faire venir les auteurs. C'est pour avoir vraiment des retours. Donc il y a Mickaël aussi qui a fait le proto Chute, qui était au Finistère, qui viendra aussi à la boutique. Donc ainsi que Louis. Ouais. J'y serai. N'hésitez pas à contacter les boutiques autour de chez vous, parce que c'est le genre de choses qu'elles font volontiers. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde est gagnant. La boutique clairement. Est gagnante et l'auteur. Ça me fait plaisir toujours. Donc, Et en parlant de festival, je voulais juste remercier les orgas du 5e festival du jeu des Tables d'Olonne, où on a été ce week-end, qui justement, ça me semble être un petit peu similaire dans la gestion des auteurs. Pas 100% similaire, mais il y a une partie de l'ambiance qui s'y retrouvait. C'est-à-dire qu'on avait un coin auteur pour les protos, et on a bien vu échanger, on a bien rigolé, on a discuté ensemble, on a mangé ensemble, on a testé nos protos réciproquement, et l'orga était super. Et effectivement, pour les auteurs qui veulent avoir des retours et discuter avec d'autres auteurs de protos, je conseille aussi le Festival du jeu des Tables d'Olonne. C'est vraiment à faire. Mais il commence à être bien reconnu. C'est clair. Oui. Et Alexis, toi, tu parlais aux spécialistes, aux gens déjà aguerris dans le monde du jeu, en leur disant qu'ils peuvent découvrir les dernières nouveautés. Mais je me souviens d'une discussion aussi avec quelqu'un pendant le salon qui, elle, c'était son premier salon. Et cette personne-là, elle me dit, mais il est 20h là, je vais aller manger. Non, il est minuit en fait. Et le salon ferme. Donc du coup, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que un autre espace-temps. C'est possible de découvrir quelque chose qui nous plaît énormément. Et voilà, c'est l'occasion d'aller et d'y prendre goût. D'aller perdre les notions de temps et d'espace. Tout à fait. Merci beaucoup Yann pour ton retour sur Fouenan. Merci aussi à toi Alex, qui a été bien complet. Et je vois que le temps passe, et je vais vous présenter un dernier jeu avant de finir avec nos invités. Je vais vous parler du jeu Strike. Strike, c'est un jeu qui n'est pas super récent non plus, parce qu'il date de 2012, de Dieter Nussle. Alors j'espère que je le dis bien, parce que moi je ne suis pas trilingue comme Jean-Pierre. Illustré par Franz Wowinkel et Schwarzschild. Voilà, en gros c'est ça, les gens auront compris. Édité lui aussi chez Ravensburger pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'1 quart d'heure. On peut jouer beaucoup plus jeune en âge, voilà ce que je voulais dire. C'est un principe très très simple pour des parties très rapides. Et effectivement, ma fille qui a 5 ans, il joue seul. Mais avant, t'es trop jeune, tu peux manger les dés, t'es trop débile. Ouais, moi j'ai la chance d'avoir des filles pas débiles. Alors dans le jeu, on a une arène et une brouette de dés, faut dire ce qui est. Et le principe, on lance un dé dans l'arène, puis après on va lancer les nôtres à tour de rôle. Quand 2 dés affichent les mêmes faces, je les récupère et le tour passe au voisin. Si les dés n'affichent pas de similitude sur les faces, je peux relancer autant de fois jusqu'à ce que j'y arrive. Si un dé affiche une croix, le dé est retiré de la partie, comme quand je le fais sortir de l'arène en fait, si je lance mal. Et puis voilà, les dés vont s'entrechoquer, vont changer les faces, ça c'est souvent. Et si je vide l'arène, le joueur suivant, lui, lance tous les dés. Et puis quand j'ai plus de dés, je suis éliminé. Donc c'est un jeu de bataille, d'adresse, avec des dés. C'est très simple,
c'est très rapide, c'est fandard, enfin voilà. Le principe de lance tous tes dés, blam, ah putain j'en récupère que 2, et le reste, enfin voilà, c'est vraiment pas prise de tête, ça se joue autour d'une bière en discutant et en lançant ses dés, en se disant ah ça y est, je savais bien que je voyais plusieurs arènes, depuis tout à l'heure je les lance sur la table, c'est pour ça que j'ai plus de dés. Non vraiment, enfin on fait pas ça avec ma fille de 5 ans, hein. Je suis tout seul à boire la bière. Mais voilà, Strike, c'est un jeu super fun, super fandard, et voilà, édité par Ravensburger, je ne peux que vous le conseiller. Il aurait pu passer dans les jeux en bref, mais je voulais lui faire sa petite chronique. Surtout que, en faisant ça, ça me permet de faire la 3e pause musicale de l'émission et de vous passer du Bad Religion avec The Empire Strikes First. Alors malheureusement, on est obligé de couper Bad Religion parce que le temps file et qu'il nous reste quelques points à aborder, quelques questions à poser à Nico et Jean-Pierre sur leur jeu Exégèse et qu'on préfère passer du temps à discuter avec eux. La musique, on pourra l'écouter entre nous après la foot dans la voiture. Donc voilà, on va revenir vers vous pour la toute dernière fois, la toute dernière partie. On vous souhaite que du bonheur avec le jeu Exégèse. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que ça vous a donné goût à la création, ce jeu? Oui, je pense, mais est-ce que vous avez déjà des idées pour plus tard, des envies de... Un élément assez important de ce qu'on aimerait instaurer par la suite, ce serait peut-être une communauté qui discuterait et qui jouerait autour d'Exégèse. Et pour cela, en fait, on a déjà monté un début de forum qui est encore vide et dans lequel on espère mettre quelques fils thématiques, par exemple votre meilleur jeu de stratégie, votre meilleur jeu d'adresse, ou les constructions qui ont totalement échoué, ou ce genre de choses, histoire que les gens puissent échanger sur leur jeu, se les montrer. Avoir une traçabilité finalement, et puis peut-être retrouver le jeu, se dire finalement le jeu qu'on avait inventé il n'était pas si mal. Ce qui peut être marrant, c'est de voir que et puis donner le meilleur jeu de quelqu'un est peut-être le jeu raté de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Clairement. Complètement. Puis donner quelques idées du coup à ceux qui, en se retrouvant avec 2 cartes, se diraient ouais non mais vraiment là je sais pas trop vers quoi aller, et puis en allant sur le site du coup de se dire ah ouais bah si en fait ça commence à me parler, et puis le sable en fait ça pourrait peut-être plus être des graines et puis quelque chose qui grandit, ou enfin bon. Donc vous allez générer une armée de créateurs de jeux, voilà, en fait. Complètement. Effectivement, ça nous plairait vraiment énormément de voir un jour un jeu édité où il y a juste dans les remerciements peut-être écrit c'est parti d'une idée qu'on a fait sur une petite partie d'Exégèse le soir, juste ça. Ça c'est pour vous la plus belle récompense. Clairement, c'est ça. Et si un éditeur se penche sur le jeu et vous propose une édition, vous n'êtes pas contre non plus? Dans les remerciements, merci directement. Complètement. Clairement, ça nous laisserait plus de temps pour nous pencher plus effectivement sur la gestion de la communauté, sur le jeu. Peut-être on a pensé effectivement à... C'est ce qu'on aimerait faire, à faire pas mal de contenu gratuit derrière, soit des nouveaux modes de jeu ou des idées assez intéressantes qui nous viennent nous au fur et à mesure de jeu, et plein de choses qu'on a notées et qu'on pourra pas mettre qu'on ne voudrait pas mettre maintenant dans le livret de règles, histoire de ne pas trop l'alourdir et de ne pas faire peur, ce genre de choses. Des extensions thématiques aussi selon les styles de jeu, de pouvoir cibler vraiment quelques styles de jeu, parce que là c'est vraiment un couteau suisse de tous les jeux de société. L'idée ce serait de pouvoir faire des petits couteaux suisses plus ciblés pour les joueurs qui ont vraiment une thématique précise, des outils spécialisés quoi. Voilà. Spécial plombier, spécial électricien, voilà. spécial. Complètement. Non mais votre forum il est accessible par votre site internet. Oui. Et donc sur votre site internet, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dessus? Alors on y retrouve la présentation, on y retrouve une démo gratuite. On y retrouve l'explication des règles du jeu, les liens vers les vidéos exemples des jeux créés. Vers nos partenaires aussi, ceux qui sont intéressés à notre jeu, nous ont fait des critiques, des commentaires, des articles. L'adresse du site, c'est quoi? www.exegeselejeu.com. EXEGESELEJEU.com.
Donc là, si on veut se renseigner en écoutant notre émission, la meilleure chose à faire, c'est d'aller tout de suite sur le site. Effectivement, à partir de ce site-là, on peut retrouver la chaîne YouTube, le Kickstarter, le Twitter, Facebook, voilà. Vous contactez. Toutes les infos. Oui, il y a aussi une page de contact, on peut nous envoyer des mails directement. Et donc, on vous rappelle, si vous êtes intéressé pour une participation au Kickstarter, la date de fin de Kickstarter est dans 15 jours. La date exacte, c'est le 11 mai. Donc voilà, n'hésitez pas à participer parce que Exégèse originale. Ouais, c'est ça. C'est un beau projet. Et c'est un beau projet duquel peut découler une multitude de beaux projets. Donc ça vaut le coup. Je voulais savoir, sur toutes les parties que vous avez fait, ça vous est déjà arrivé d'en avoir plusieurs de refaire la même refaire la même règle? Non, jamais encore. Non. Il s'est déjà arrivé qu'il y ait des jeux qui soient un petit peu dans la même thématique, mais clairement, au niveau du mécanisme, les similitudes étaient assez légères. On doit être à 300 et quelques parties et toujours pas deux parties similaires. Et pas forcément d'ailleurs, que ce soit avec des personnes différentes ou avec les mêmes personnes, même en sortant les mêmes cartes. En fait, le truc c'est que en regardant les deux mêmes cartes, même nous, c'est pas les mêmes premiers éléments qui attirent notre regard. On va pas arriver même en regardant les mêmes éléments sur la même règle, ni. Parce que ça évolue ça évolue selon ce qu'on a en tête, nos envies du moment, ce genre de choses. Parce que par exemple, un truc assez intéressant qu'on a remarqué, c'est que on a eu 2 fois des phases qui nous ont un petit peu fait douter de ce qu'on avait fait. On a eu une phase à un moment où il y avait que des jeux de devinettes qui sortaient avec Exégèse, et on a eu un gros doute. On s'est dit, est-ce qu'il y a un problème dans la mécanique? Est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartes qui fait ça? Et en fait, ça s'est calmé après. C'était quelques semaines comme ça, et puis c'est redevenu normal. Et puis là, récemment, il y a quelques semaines, on a eu un pic encore de jeux très similaires. C'était quasiment que des jeux à identité secrète qui sortaient. Et là, du coup, on savait que c'est déjà arrivé, et on savait qu'en fait, c'est juste le phénomène de mode. Les gens ont joué à un jeu comme ça, et c'est ça qu'ils ont en tête. Alors ça, c'est un bon jeu pour les éditeurs aussi. Comme ça, ils savent un petit peu, ils ont le flair de ce qui va sortir en ce moment, tu vois. C'est des études de marché, ouais. C'est un jeu divinatoire, en fait. C'est un jeu divinatoire d'études de marché. Donc voilà, que vous soyez joueur, éditeur ou distributeur, ou que vous soyez intéressé simplement imaginateur. Oui, j'ai fait L, je peux inventer des mots, je vous l'avais dit au début de l'émission. Eh bien, jetez-vous sur Exégèse, allez voir le site, jetez-vous sur le Kickstarter, recevez le jeu et jouez plein, inventez plein de choses. Malheureusement, nous, le temps touche à sa fin, on est obligé de se quitter parce que l'émission se termine. On vous rappelle que la rediffusion c'est vendredi à partir de 15h, et on vous fait à tous de gros bisous. On remercie Nico, Jean-Pierre d'être venus se prêter au jeu des questions. Bien, merci à vous. Merci, vous avez fait pas mal de route. Merci à toi Cédric d'être revenu. Oui, l'émission t'est ouverte quand tu veux. Merci à toi Yann. Merci Louis aux manettes. Et puis voilà, Louis. On va se quitter avec une petite chanson bien sympa, puisqu'on en parle tous à demi-mot un petit peu de ce week-end en demi-teinte, et de ça, des gens contents, pas contents, de tout ce qui a pu se passer hier, comme tu le disais si bien Yann. Donc on va se quitter avec un petit Gauvin Cers qui va nous chanter Hénin Beaumont. Ciao, bye, à bientôt. Salut à tous.